signé à l'époque à 1400 €. C'était pour du coup créer toute la première phase du projet. Le tout premier client qu'on a signé là-dessus, aujourd'hui, s'il revient dans nos locaux et qu'on a signé de la même manière, signe facilement à 1000 €. Ah ouais. Tu sais ce que tu vaux. Si tu te mets à 200 € au jour, tu vas. En fait, t'as les clients que tu mérites aussi. Moi, je suis arrivé à Epitech, mais je savais pas coder. Le tout premier ordinateur que j'ai eu de ma vie, c'était celui d'Epitech. J'ai beaucoup pleuré parce que du coup, le passage était quand même extrêmement dur. Ouais. Natif ou cross-platform? Flavien, ouais. Bonjour. Ça fait plaisir de t'accueillir sur le premier épisode de ce podcast. En quelques lignes, j'ai fait un petit peu mes recherches sur toi. Aujourd'hui, tu accompagnes les startups à développer leur application à partir de l'idée et puis à travers différentes étapes de conception et de développement. Tu as aussi un projet d'application que toi, tu es en train de développer. On n'en parle pas plus, mais voilà, tu veux aussi mettre à profit tes compétences là-dessus pour développer un projet pour toi. Donc ça, on en reparlera plus en détail dans ce podcast. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu es sorti d'Epitech il y a quelques années, en 2022. Ouais. Donc si on recolle un petit peu les morceaux, ça veut dire que tu as lancé ta boîte pendant que tu étais encore à Epitech. Donc ça, évidemment, on en reparlera parce que c'est très intéressant, cette double casquette. Donc voilà, plein de choses hyper intéressantes à expliquer durant ce podcast. L'idée, comme je te le disais en off, c'est que ce soit une discussion, qu'on parle un petit peu de toutes tes connaissances, tes compétences et comment tu les mets en pratique pour essayer potentiellement d'aider des gens qui nous regardent à lancer aussi leur application. Ok, feu, c'est parti alors. Top. Écoute, ce que je te propose, si tu veux nous refaire un petit peu la chronologie, déjà, on parlera plus en détail de ce que tu fais aujourd'hui, de tes différents projets, mais est-ce que déjà tu veux nous faire un petit peu la chronologie de par où t'es passé, nous parler un petit peu de tes études et comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Ok, je pense qu'on va commencer par une belle fun fact. Moi, je suis arrivé à Epitech, mais je savais pas coder. Le tout premier ordinateur que j'ai eu de ma vie, c'était celui d'Epitech, celui qu'on nous a forcé à acheter. J'avais pas de réseau, je savais à peine ouvrir un Word, donc clairement c'était assez brutal. Epitech, c'est complexe, surtout au départ. En fait, on passe par une période de piscine. Alors, je sais pas à quel point les gens sont renseignés, mais la période de piscine, c'est extrêmement intense. Les week-ends sont aussi compris dans cette période de piscine. Tu arrives à 8h du matin, tu repars le soir. Ça m'arrivait de rentrer, il était à minuit, 1h. J'ai beaucoup pleuré parce que du coup, le passage était quand même extrêmement dur. Donc, je pense que j'ai pleuré pendant un bon 2 mois. Mais finalement, je suis sorti vraiment comme un conquérant. Avec beaucoup de larmes, mais je suis sorti d'Epitech. J'ai fait mes armes là-bas et surtout j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai rencontré du coup mon associé. Comment ça s'est passé? Donc, on a passé les 3 premières années en fait à faire pas mal de stages et ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'en 4e et 5e année, on nous demande de trouver une alternance pour se spécialiser dans un domaine. Et en fait, j'étais un peu dans une démarche où j'avais pu faire 2-3 boîtes auparavant en stage. Alors, c'est des périodes courtes, je suis totalement d'accord. Pour autant, à un moment donné, t'es confronté à un truc où tu te sens pas forcément à ta place, où tu travailles sur un projet, mais tu vois pas l'aboutissement de ce projet-là, dans le sens où t'es un petit maillon parmi les 150 000 devs qui sont dans la structure. Donc, t'es un peu noyé parmi tout ça. Et moi, c'était pas vraiment le genre de job dans lequel je me retrouvais. Et il s'avère que l'un de mes meilleurs potes à ce moment-là était lui aussi dans le même cas. Et du coup, on s'est dit, ok, viens, on se met sur Malte. En fait, on crée nous-mêmes les projets, on prend des missions qui nous intéressent, qu'on va vouloir développer. Et donc, c'est vraiment parti de là. Et le point de départ, c'est on prend des missions et viens, on les développe. Je pense que c'est un peu... ce qui est cool, c'est que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour pas mal de gens, je pense. L'auto-entreprise, la microstructure. Donc, pendant quelques mois, on est passé sous ce format-là à prendre des missions. Mais en fait, la toute première mission qu'on a prise, c'était un mec qui voulait développer une application. Et il avait absolument rien. Enfin, il nous a dit ok, j'ai une application, je veux ci, ça. Merci mon pote, mais moi, qu'est-ce que je développe? Comment je le mets en place? Je savais pas. Et donc, j'aimais bien à ce moment-là, vraiment, j'ai toujours eu un goût pour dessiner et designer des petits trucs. Donc là, je suis parti là-dedans, j'ai fait ok, je vais te faire 2-3 maquettes, tu me dis si ça te va, et comme ça, juste nous, on sait si on peut développer ça, quoi. Et en fait, le point de départ, c'est vraiment cette toute première mission. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes énormes sur les gens qui voulaient montrer leur projet. Il y a un gros écart entre le porteur de projet et le développeur. Ouais. Et dans un premier temps, j'ai un peu essayé de combler ça.
Et du coup, on a commencé à créer, d'abord, on était à nos comptes respectifs, mais on travaillait sous le même nom de marque, et Cody. Et du coup, c'est vraiment le point de départ, il est là. Okay. Quelques mois après, on a créé la structure, et du coup, là, on a pu vraiment se spécialiser dans la création, en fait, d'applications. Et en fait, ce qui nous plaisait, c'était vraiment prendre le point de départ, le stade d'idée. On part d'une page blanche, comment on met tout ça en place. Ok. Ça nous a permis du coup de driver en fait un peu que fait-on chez Cody ? On accompagne des porteurs de projets sur la mise en place de leur pôle technique dans leur startup. Donc la conception, réfléchir, designer, concevoir un peu toute la stratégie même opérationnelle ou même de vente à certains moments, on est forcément un peu lié à tout ça. Alors c'est pas nous qui prenons les décisions, mais nous on est là pour se dire ok, ça peut le faire, ça j'ai l'impression que c'est un peu bancal d'expérience, et du coup on les aide à construire la solution, et une fois que c'est le cas, après on développe la solution. Bon, il y a tout un chemin à garder et s'assurer qu'on va dans le bon sens, mais du moins le point de départ c'était vraiment ça. Okay. Et donc oui, on a créé la structure alors qu'on était encore en études, et ça c'était assez particulier quoi. De mémoire, je sais qu'on a dû demander au directeur régional, puis après national, pour demander si on avait le droit. Et du coup, tout s'est bien passé. Donc ça, c'était vraiment cool. Ok. Et voilà. Trop bien. On va revenir sur l'aventure Cody. Mais du coup, pour bien comprendre déjà, pourquoi Epitech ? Si tu ne savais pas coder, pourquoi tu es allé là-dedans ? Franchement, je pense que ça, c'est vraiment la personnalité où je kiffe. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est challenge. J'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais jeune et j'adore me stimuler et aller vraiment dans des nouveaux défis. Et du coup, j'ai sorti de lycée. Je pense que j'en voulais aussi un peu mes parents. Du coup, je me suis dit, ok, vous allez voir ce que je vais faire. Et du coup, j'ai pris les 2 matières où j'étais le moins à l'aise au monde, l'anglais, les mathématiques. Et je me suis dit, bon, ok, fonce. Tu vas forcément apprendre des trucs. Non, mais je me suis dit, je vais forcément apprendre des trucs. Okay. Donc, au pire des cas, j'avais l'impression que j'avais quelques compétences ou appétences au niveau commercial. Donc je me suis dit, au pire des cas, si ça va pas, tu repars en école de commerce. Ouais. Et c'est vraiment là que mon père, pour le coup, a eu beaucoup de poids. C'est lui qui m'a dit, franchement, la première année va te planter, c'est pas grave. T'as la chance d'avoir des parents, et ça c'est vraiment une chance de ouf, qui pouvaient m'accompagner sur ce potentiel premier échec, on va dire. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a dit, ok, au moins j'aurais testé. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Okay. Et après, une fois que je suis rentré dedans, j'ai pleuré. Beaucoup de remises en question. beaucoup de remises en question. Okay. Mais quand je commence un truc, j'aime bien. J'essaye d'aller au bout. Et puis à un moment donné, fallait assumer ses choix. Donc on a forcé, on est resté. Et puis la tête a fait le reste. Et puis en fait, il faut travailler beaucoup. Ouais. Et puis à un moment donné, tu commences forcément à comprendre les trucs, quoi. Okay. Le dev, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est pas quelque chose d'inné. Donc partant de là, il faut juste travailler. Ouais, c'est intéressant de ça, parce qu'en vrai, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, tiens, je m'intéresse au développement, mais qui se disent, bon, est-ce que c'est fait pour moi ? Je suis pas bon en maths, je suis pas bon en anglais, je suis pas bon en machin. Faut juste foncer dedans. Et là, t'es le bon exemple, parce que bon, je pense quand même que t'es rentré à Epitech en ayant conscience de qu'est-ce que pouvait t'apporter la programmation et qu'est-ce que t'allais faire derrière. Ouais, en fait, on avait une petite journée découverte et j'avais été accompagné par un étudiant d'Epitech qui du coup, j'ai pu poser toutes mes questions. Il m'a fait coder les toutes premières lignes, écrire un mot sur un terminal. J'étais en mode, wow, je suis un hacker. Donc voilà, il s'avère que c'est le 3e jour de piscine où t'es un peu en mode, ok, d'accord, en fait, d'accord, là, je connais plus rien du tout. Et donc, c'était flippant. Mais effectivement, c'est pas parce que tu connais rien que tu peux pas le faire. Juste, il faut... je pense, ça fait méga prétentieux, mais je pense beaucoup de détermination. Enfin, dans mon cas, c'est vraiment ça qu'a joué, c'est vraiment la détermination et de me dire, franchement, j'assume, je peux pas. Beaucoup de fierté, je pense, à se dire, non, je peux pas rentrer chez moi et voir tous mes potes se foutre de ma gueule. Donc, non, je suis resté focus et puis voilà, on est sorti après 5 ans, donc c'est bien passé finalement. Et parlons un petit peu de ces différentes étapes qui t'ont justement fait te lancer en freelance, parce qu'au début, si j'ai bien compris, vous aviez tous les deux créé votre profil sur Malte en tant que développeur freelance. Ouais, c'est ça. Dylan faisait le back, moi je faisais le front. Et du coup, on a vraiment démarré comme ça. Ok. Et ouais, c'était une belle période, mais en fait, où très rapidement, on a eu conscience des lacunes. En fait, très vite, on s'est spécialisé aussi sur vraiment de la start-up, l'accompagnement de projets, de la mise en place, passer d'idées à quelque chose de concret. Et plus on a développé une première application, et puis après,
on s'est un peu plus renseigné, on a eu des premières expériences qui se sont bien passées et une qui s'est très mal passée. Celle-là, elle était très formateur parce qu'en fait, elle nous a permis de réfléchir aussi de manière différente. On se disait pas simplement, ok, on va développer la solution. On voyait un avenir. On se disait, ok, en fait, on peut rentrer aussi au capital de ces startups-là. Ouais. Et en fait, c'est le premier pas qu'on a eu, je pense, dans l'univers de, on peut rentrer dans un truc de startup. Startup Nation, ok, on fonde sa station F, on fait ça, levée de fonds. Mais après, voilà, c'est un peu, je pense, le pic de confiance. Je sais pas si ça te parle, mais tu vois, plus tu avances dans le temps, plus tu as de compétences. Mais la confiance, en fait, au tout départ, c'est un gros pic énorme. Ah, tu découvres un domaine et tu te dis, j'ai appris 2-3 trucs, je suis le roi du monde, je suis au top. C'est ça. Et plus tu apprends, effectivement, plus ça descend et moins tu as confiance en toi. Ouais, jusqu'à ce que ça remonte tout doucement. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, on a eu ce pic assez tôt finalement. C'était le deuxième contrat où on s'est emballé. On était en mode ok, pas de souci, on fonce, on développe une solution. Les mecs étaient en mode j'ai pas l'argent pour vous payer, mais en fait, on va lever des fonds, on va ci, ça. Nous, on était ok, tout innocent. On se dit vas-y, fonce, c'est parti. Mais parce que à ce moment-là, ça faisait déjà 2 mois qu'on bossait avec eux sur la structuration de leur projet. On était en mode c'est bon, tout va bien se passer. Il s'avère que non, ça s'est pas du tout bien passé. Il y a eu pas mal de gros pépins. À cette époque-là, heureusement, on était très bien encadrés. On a une super équipe autour de nous qui gravite. On a des avocats en fait qui peuvent interagir. Et on a eu des connaissances mais incroyables. Et merci à tous ces gens qui ont pu nous accompagner. Et du coup, voilà. Donc, il nous a un peu aidé, aiguillé sur ces trucs-là. Il nous a pris un peu sous son aile. Et ça nous a sorti un peu du pétrin à ce moment-là. Et en fait, ça nous a permis de comprendre en fait, les mécanismes. Ok, pour remettre dans le contexte, là, vous êtes encore à Epitech ou la boîte est créée, vous êtes à fond dedans Non, à ce moment-là, on est encore en microstructure. On est micro-entrepreneur. Ça bouge pas pendant 1 an, voire 1 an et demi. Après 1 an d'exercice, on est en mode ok, à quel point en fait c'est intéressant de passer en société ou pas. Vraiment le déclencheur, pourquoi on est passé en société, outre le chiffre, c'était surtout parce qu'on se disait on essaie de grossir un peu. On s'est dit qu'on allait prendre du coup quelqu'un sur la partie communication pour essayer de rayonner un peu plus, qu'on allait prendre aussi peut-être un développeur supplémentaire, un designer ou une designeuse. Et il s'avère que, évidemment, quand on n'a pas d'argent au départ, on regarde un peu ce qui se passe autour et l'État, pour le coup, nous aider avec quelques aides. Donc, on a pu prendre une première alternante. Enfin, on a pris des stagiaires dans un premier temps pour un peu se roder là-dessus. Après, on a pu prendre une alternante. Ça, c'était le gros pas. Et du coup, en fait, il s'avère qu'on peut en prendre une seule personne sous sa responsabilité en micro-entreprise. Et à un moment donné, on était en mode là, il va falloir un autre profil, donc on va peut-être passer en société, en structure. Et c'est vraiment là qu'on s'est intéressé à ça. Donc on a contacté des comptables et ainsi de suite pour qu'ils puissent nous renseigner, des avocats. Du coup, on a appelé notre avocat pour savoir un peu ce qu'il en était. Et le comptable nous a rapidement... Enfin, il s'est avéré qu'on arrivait au point de bascule où du coup, ça devient... Vu que tu vas payer la TVA ou ainsi de suite, ça devient aussi rentable de passer en société. Enfin, il y a vraiment un point de bascule au niveau des calculs où on s'était dit, ok, en fait... Là, on est arrivé au point où, qu'on soit dans une situation ou dans l'autre, ça revient au même. Là, on passe le cap et là, on passe en structure et comme ça, on s'engage et on fait vraiment quelque chose de sérieux. Bien que c'était déjà très sérieux avant, mais à ce moment-là, on s'est vraiment dit ok, on va vraiment créer quelque chose de concret. Et c'est une vraie pression en fait de passer en société. À l'époque, dans ma tête, c'est bon, genre, si j'avais pas les fonds, ils venaient me prendre ma maison ou mon appart. J'étais en mode, c'est pas possible. Donc, ça a été vraiment une grosse réflexion. Et finalement, on est passé en société, du coup, sur notre dernière année à Epitech. Sur les 2 ans, une année qu'on a fait vraiment en microstructure. La deuxième, on est passé en société. Et donc, voilà. Et du coup, tu sais donner un peu des chiffres en termes de... Tu as dit le point de basculement, parce que c'est vrai que souvent... Je me souviens plus du tout à partir de quel moment. En termes de chiffre d'affaires ou... Honnêtement, je me souviens plus du tout. Je sais plus du tout à quel moment ça basculait, mais je sais que c'était vraiment le comptable qui nous avait beaucoup aidé là-dessus. Lui, il sait ce qui se passe, il sait comment ça se met en place, donc il a pu nous mettre tous les chiffres à plat. Et c'est vraiment lui qui nous a pas mal aiguillé à se dire, ok, bon, visiblement, il faut qu'on passe de l'autre côté. Et finalement, c'est un peu ça, en fait, c'est un peu un jeu de confiance. Je trouve que l'aventure, quand tu crées une boîte, elle est vraiment méga stimulée par aussi toutes les rencontres que tu fais. Et ces rencontres, au fur et à mesure, ça devient des gens un peu plus précieux parce qu'ils aiguillent aussi un peu ton business. Et alors, c'est pas eux qui prennent les décisions,
Mais en fait, tu prends les meilleures compétences de chacun et à la fin, tu as quelque chose de vraiment concret, quoi. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Chaque personne qui bosse chez Cody et chaque acteur qui travaille à un moment donné pour Cody, c'est des gens qu'on a sélectionnés où il y a eu des grosses discussions avant. Enfin, quand je dis des grosses discussions, on passe beaucoup de temps à parler, à communiquer, venir se sonder. Moi, j'aime bien, j'adore le contact humain, donc je passe beaucoup de temps à parler avec les gens et j'ai besoin de comprendre, d'avoir confiance en eux et qu'eux, ils aient aussi confiance en moi, en mes capacités, pour qu'à un moment donné, on puisse se dire, ok, bah là, on peut tous les deux s'apporter quelque chose. Bien, on fait quelque chose de concret et voilà, quoi. Ok. Mais donc à ce moment-là, je me souviens plus du tout au niveau des chiffres. Honnêtement, ça serait je peux essayer de revoir à l'époque. Mais je sais que ça arrive beaucoup plus tôt qu'on le croit. Faut pas générer des milliers. On n'était pas du tout. Là, tu me parlais de TVA. TVA en micro, ça arrive assez vite. Ouais, c'est ça. Donc je sais plus à quel moment c'était, honnêtement. Je me souviens plus du tout. Mais je sais que ça arrive beaucoup plus tôt qu'on le croit. Il me semble que c'est aux alentours même des 30 000 euros. 34, la TVA arrive. Et puis après, t'es plafonné en termes de chiffre d'affaires à 72 sur l'année. Ok. Et donc là, du coup, tu parles de faire grossir cette activité. Alors, je suppose que tu as créé aussi la société un petit peu pour la raison de s'associer, parce qu'il y avait une problématique de chiffre d'affaires, mais aussi d'association. Là, tu nous dis qu'à cette phase-là du projet, tu commences à aller chercher des profils à droite à gauche qui sont pas décisionnaires, mais qui sont peut-être meilleurs que toi sur certains points, et ce qui te permet de faire grossir l'activité plus vite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton process de recrutement? Comment tu t'y prends pour aller chercher des profils? Alors, on ne fait pas du recrutement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt aller chercher des expertises chez des gens. Toi, tu es expert, tu vois, sur ton domaine, YouTube, générer une communauté et parler avec elle. Moi, c'était vraiment le premier pôle, c'était finalement le côté juridique. Il a fallu très rapidement, en plus de ça, le tout premier contrat a été, le deuxième contrat a été assez complexe à gérer. Parce que du coup, nous, on était dans le feu de l'action, le gros pic de confiance, on était au summum, c'est bon, on dépense tout. Mais en fait, pas du tout. Et donc, on a contacté un avocat, un deuxième, on a demandé à des gens qu'est-ce qui se passe autour d'eux, est-ce qu'ils connaissent un avocat qui peut être, je sais pas, intéressant ou ainsi de suite. Et il s'avère qu'on a rencontré du coup notre avocat, je dis notre avocat, pas du tout, mais maintenant notre ami Gaëtan Lepage. Maître Lepage, si je revois cette vidéo. Et en fait, il nous a énormément aidé sur les premières phases. C'est là où je parle d'expertise. Donc, je ne vais pas parler de recrutement. Juste, on va chercher une expertise à chaque fois chez des gens. Et de toute manière, tu ne pourras jamais être sûr de l'expertise de quelqu'un tout pendant que tu ne travailles pas avec. Et donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on construit notre équipe. D'abord, on bosse avec les gens sur des projets un peu en interne. Et après, par la suite, on développe aussi... typiquement, Gaëtan, on lui envoie... de temps en temps, quand on crée des startups, des gens qui ont besoin de conseils sur le plan juridique, je les redirige directement vers Gaëtan parce que je sais comment il bosse, je sais à quel point il est efficace et extrêmement pro. Et du coup, allez, feu, let's go, fonce le voir, il va répondre à toutes tes questions. Okay. Donc voilà, c'est un peu ce genre de relation qu'on essaye de mettre en place avec différents acteurs. Ok, top. Et du coup, juste pour clôturer sur cet aspect croissance de la boîte, est-ce que tu sais nous faire un petit peu un point aujourd'hui sur combien vous êtes, peut-être en interne, combien il y a de collaborateurs bien sûr. Et les différentes étapes comme ça de croissance en termes aussi bien de personnel, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, alors après, nous, on reste une petite structure. Okay. On a commencé, moi, je trouve, tôt en stade de maturité. On n'était pas très mature à l'époque où on a lancé ça. Et du coup, il y a beaucoup de pression externe qui arrive dans tous les sens. Il y a plein de trucs. Et en l'occurrence, Dylan, donc mon associé, lui, est beaucoup plus dynamique là-dessus. Il va vouloir aller chercher très vite une croissance. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, mec, je suis chaud, on calme le jeu et juste on se pose. J'ai envie qu'on fasse les choses intelligemment. J'ai pas envie que dans 6 mois, tout se casse la gueule et qu'on se retrouve finalement avec un projet qui a foiré. On passe les étapes petit à petit. On a 19 ans. Au pire des cas, c'est pas grave si on perce que dans 5-6 ans et c'est pas dramatique. Et en fait, c'est un peu cette culture-là qu'on a développée. Alors, qu'on a développé dans le sens où moi on a préféré créer une sorte de mini-famille, si je puis dire, dans le sens où les projets, aujourd'hui, on peut les sélectionner. Les porteurs de projets qu'on accompagne, on les prend et on les accompagne sur du très long terme. On a des porteurs de projets qui travaillent encore avec nous. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on bosse avec eux et tout se passe trop bien. Et en fait, c'est un peu cet état d'esprit qu'on veut cultiver. Tout le monde connaît les gens qui travaillent. On est, en l'occurrence, on est 4-5
en interne. Mais à côté de ça, on a le double de personnes qui gravitent un peu autour. On peut avoir des leveurs de fonds vers qui qu'on va pouvoir rediriger. On a des leveurs de fonds qui peuvent intervenir à certains moments. On peut avoir tout un pôle juridique en fonction de la spécialité, donc avocat en droit des affaires et des sociétés, mais on peut avoir une avocate spécialisée en propriété intellectuelle pour les applications. On peut avoir des experts comptables qui peuvent aiguiller aussi certains porteurs de projets. En fait, c'est tellement large. On a des motion designers, ça dépend tellement du projet. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire, nous, on veut pouvoir accompagner au mieux une structure et de se dire, demain, tu veux créer ton application, tu veux lancer ton app, alors application web ou logiciel ou mobile, peu importe finalement ce que tu veux lancer. Nous, on est là pour te rassurer au maximum et pouvoir te donner un tas d'appuis et pouvoir bénéficier en fait de conseils qui sont extrêmement précieux, mais par des experts. Okay. Moi, je vais pas orienter. Évidemment que je peux aiguiller rapidement sur le côté légal parce que on a l'habitude maintenant de, on sait comment se passe la création d'une boîte, on sait comment s'associer ou on n'est pas novice, on va dire, dans la lecture d'un pacte d'associés. On n'est pas non plus des experts. Donc, je vais souvent avoir tendance à dire, ok, je peux répondre à 2-3 questions, mais si vraiment c'est trop pointu, tiens, tu as ce numéro de téléphone là, tu fonces, lui il va être là pour toi. Ouais. Donc, c'est un peu ce genre de structure qu'on est. Une petite structure, on n'a pas envie d'être une grosse boîte. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder ce côté très personnel, où si on bosse avec toi, c'est qu'on t'a sélectionné et surtout on va pas te lâcher en fait. On va pas te lâcher. Ton application, ton logiciel, on est là pour le développer au fur et à mesure. Nous, on est là pour te proposer un plan, mais travailler ensemble, c'est une collaboration. J'aime pas trop souvent dire qu'on est des prestataires de services, même si dans les faits, c'est ce qui se passe. Mais on va plus loin que ça. On est vraiment collaborateurs. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des appels à 23h un dimanche. Enfin, ça m'est déjà arrivé de bosser à 23h un dimanche sur sur le projet. Sur des prototypes Figma parce que le lendemain il y avait un pitch devant des invests à 8h le lundi. Du coup j'étais un peu ok, vas-y viens on t'aide. On n'est pas une agence quoi. Genre à 19h nos bureaux ils ferment pas en mode ok ciao t'attendras le lundi. Pas du tout. On est vraiment là pour prendre part au projet. C'est pas pour rien aussi parfois on prend des parts dans les startups qu'on crée. C'est parce qu'on croit fermement en cette idée là, en cette application et on est là pour t'accompagner sur du très long terme. Une fois que la solution est sortie, ok, comment on réfléchit là, moi, c'est vraiment là que je vais rentrer en ligne de compte, étudier un peu tout le tracking, regarder un peu ce qui se passe sur l'application, quelles sont les bonnes métriques, comment tout ça se met en place pour que derrière tout fonctionne correctement. Quoi. Ok, trop bien. Voilà. Est-ce qu'on s'est parlé un petit peu de chiffres en termes de croissance sur les premières années et peut-être des chiffres en termes de chiffre d'affaires ou peut-être de nombre de projets accompagnés sur les différentes années, puis en 2023 ? Ouais, la première année, notre tout premier client, on a réussi à le closer après 3 mois ou 4 mois. C'est long et en même temps, c'est pas long, ça dépend tellement de choses. Mais tu vois, une prestation qu'on signait à l'époque à 1400 €, c'était pour créer toute la première phase du projet. Ok. Aujourd'hui, sur la même presta, enfin le tout premier client qu'on a signé là-dessus, aujourd'hui, s'il revient dans nos locaux et qu'on doit le signer de la même manière, on signe facilement à 13 ou 14 000 €. Ah ouais. Ouais, non mais bien sûr, mais parce normal. Que en fait c'est ton tout premier client et tu as souvent tendance à te dire bon ok, je baisse mes prix. Ouais. Nous, notre tout premier réflexe sur Malte, ça a été de se mettre à 200 € au jour. À un moment donné, on est descendu à 200 € au jour. Et à un moment, il y a un mec qui nous a dit non, mais mec, c'est pas possible. Genre, il y a un freelance qui nous a dit non, mec, tu sais ce que tu vaux. Si tu te mets à 200 € au jour, tu vas. En fait, tu as les clients que tu mérites aussi. Tu as les clients que. Tu renvoies une image en te mettant à 200 € au jour. Et cette image, elle n'était pas celle de quelqu'un qui va te construire un projet solide. Ouais. Et donc, on n'avait que des gens qui pouvaient être un peu plus bancals que d'autres sur le plan financier ou même sur le plan de leur projet. Donc, finalement, on est très vite passé à du 400 € au jour, 500 € au jour. Je sais même pas. Bref, ce genre de vibe-là. Et du coup, le tout premier client, on l'a facturé à 1400 ou même 1100, je crois. Et aujourd'hui, le même client, on pourrait le facturer 15 000 € pour la même prestation. Parce que aussi, on est monté drastiquement en termes de compétences. Et puis, maintenant, on a une designeuse UI aussi dans l'équipe, Fanny, qui fait un travail incroyable. Elle est méga talentueuse, c'est sûr. Plus tard, tout le monde verra ses applications sur son téléphone. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on avance pas à pas. Et chaque client, on augmentait le prix afin de trouver le point de rupture. Donc, très vite, on est arrivé à des facturations de création de projet.
Ça veut pas dire création d'application. Hein. Ouais. Souvent, dans nos prestats, il y a 2 trucs. Il y a la phase de gestion de projet. Enfin, ce que nous, on appelle gestion de projet, c'est vraiment la conception. Donc, il y a toute une étude un peu UX. On pose de la UI dessus. Il y a exactement... il y a un peu une étude de marché. Regarder rapidement la concurrence. C'est pas nous qui le faisons, mais on s'appuie sur ces documents-là. Qu'évidemment, le porteur de projet nous apporte. Mais il y a plein d'études de concept, plein d'études techniques aussi, savoir à quel moment... comment on structure le projet, comment on prévoit aussi la scalabilité du projet. Demain, si on passe de 50 utilisateurs à 4000, déjà juste ça, ce petit cap, il faut le prévoir en termes de frais de serveur, d'hébergement, bref, tout ça. Donc, c'est vraiment les premières étapes. En fait, c'est un peu comme ça, quand tu veux créer un projet, souvent, ça je le vois beaucoup avec les développeurs, mais les développeurs, étant donné qu'ils ont la compétence de pouvoir créer leur solution, ils ont une idée, et bim, direct, ils la développent. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais moi, j'aime bien travailler avec un process qui est certes un poil plus long, mais beaucoup plus rassurant pour plein de raisons. C'est que l'objectif, c'est de tester. Tu testes tout le temps. Dès que tu as une idée, tu vas d'abord la tester. Tu la confrontes. Je regarde mes petites notes, hein, je me suis mis plein de trucs en même temps. Tu avais plein d'étapes à suivre, justement, c'est ça, à partir du moment où on a une idée d'application. Ouais, c'est ça. En fait, le point de départ, c'est l'idée. Mais même l'idée, il y a un vrai travail à faire dessus. Tu viens étudier un peu la concurrence, l'étude de marché, ta cible. Tu viens regarder un peu ce qui se fait de ce côté-là. C'est extrêmement important, savoir comment se positionnent aussi tes concurrents, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Tout ça, tu viens l'étudier. T'appelles des gens, en vrai, appelle des premières entreprises qui font des trucs un peu similaires, contacte peut-être des potentiels clients si tu arrives déjà à en cibler, du moins à avoir ton prospect, ton persona type. C'est ce genre d'information-là qui va t'aider à faire mûrir un peu ton idée. Ça va pas forcément te prendre 15 ans, mais l'idée c'est juste, il faut qu'il y ait un petit travail où tu viens juste challenger ton idée. Tu peux pas partir tête baissée et à un moment donné relever la tête en mode de toute manière je suis développeur, si mon application fonctionne, attendez, non. Si, ça peut fonctionner, hein, mais moi je pense que t'as plus de résultats si tu viens valider un peu toutes tes différentes étapes. Du moins ton projet il sera forcément plus précis. Ouais, c'est clair. Derrière, une fois que t'as tout ça, là tu essayes de réfléchir financièrement comment c'est viable. Ce projet-là, j'ai une idée, mais en fait, concrètement, qu'est-ce que je vais en faire ? Déjà, dès la deuxième étape. Dès la deuxième étape, l'idée, c'est pas d'avoir un business plan qui soit méga précis, mais juste des idées de je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, essayer de chiffrer ton projet. Là, je parle probablement à des développeurs, mais il y a aussi, moi, je parle vraiment beaucoup plus à des porteurs de projets de base. Le porteur de projet, il sait pas combien ça lui coûte. Même un développeur, en vrai, il y a plein de questions, j'imagine, il sait pas combien ça lui coûte. Au tout départ, je savais même pas que une licence Apple, c'était 100 € chaque année. T'es un peu en mode, d'accord. Après, ça va, ça reste 100 €. Mais dans un premier temps, je peux comprendre que ça soit un investissement. Et là, on parle juste des stores, mais tu as aussi un hébergement pour héberger ou même des frais de serveur, alors qui reste très minime. Et il faut minimiser au maximum dans un premier temps. Mais tout ça, ça se prévoit. Donc, il y a vraiment une étape très rapide de, d'un point de vue de chiffres, comment ça se met en place. Et si je pars dans cette aventure, demain, moi, je parle à des gens qui veulent créer leur startup, donc qui ont vraiment des intentions de vouloir monter leur boîte. Et du coup, je les sensibilise en mode, demain, clairement, tu vas pas avoir d'argent pendant 3 ans. Quand tu crées ta boîte, pendant 3 ans, quand tu as un produit à vendre ou ce genre de truc-là, potentiellement, tu peux ne pas toucher d'argent pendant 3 ans. C'est un peu le schéma qui se répète avec les startups. Comment tu fais pour vivre ? Tu as Pôle emploi, mais Pôle emploi, tu pourras pas l'avoir tout le temps. Est-ce que tu as des économies à côté ? Est-ce que tu prévois de prendre un job à côté ? Bref, il faut aussi réfléchir à son plan personnel. Ça va être une charge de travail, ça va être une charge, il va y avoir des pressions aussi dessus. Comment tu vas gérer tout ça ? C'est bien si tu as une demi-roadmap un peu de comment ça se met en place. Donc c'est pour ça que je parle d'étudier les chiffres. C'est juste de savoir dans quoi tu t'embarques. Pareil, il y a beaucoup de porteurs de projets qui nous disent on a un projet, mais une fois qu'on a des maquettes, on va aller lever des fonds, on va ci, on va ça. On reviendra, je pense, sur la levée de fonds, mais la levée de fonds, oui, évidemment, mais ça, c'est un scénario, c'est 1% des gens qui arrivent à lever sans proto, sans rien. Peut-être que ça arrive. Honnêtement, je sais pas. Moi, je sais que tous les projets qu'on accompagne ont quelque chose à présenter, ont un livrable, ont quoi que ce soit. Tu vas pas lever des fonds comme ça par hasard, quoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, la conjecture sur la partie des levées de fonds, c'est un peu plus tendu aujourd'hui de lever des fonds qu'auparavant.
Ça se fait moins ressentir sur les premières phases, très early stage, mais pour autant, c'est quand même un truc à prendre en compte. Pareil, en fonction du secteur dans lequel tu développes ta solution, il peut avoir des freins. Ouais. On va en parler tout à l'heure, mais typiquement, des applications de rencontres, les réseaux sociaux, c'est les 2 projets un peu red flag. Enfin, pas red flag, mais tu sais que tu vas être dans la difficulté. Ok. Tu peux pas arriver avec une application et simplement te dire bah voilà, ça c'est mon concept. Non, là tu sais que tu vas devoir redoubler d'efforts pour présenter le projet d'une bonne manière et séduire des invests parce que c'est des projets qui sont qu'un soit plus casse-gueule que les autres parce que la concurrence elle est là et qu'elle est installée et qu'elle bougera pas comme ça quoi. Et vous en avez des applications de rencontres ou des réseaux sociaux qui viennent travailler avec vous? On a eu un réseau social. Alors réseau social, après faut comprendre, ça veut un peu tout et rien dire. Y a pas mal d'applications où finalement il y a un côté réseau social dedans. Oui, on a travaillé avec un projet qui s'appelait Spécial, qui s'appelle Spécial, il est toujours en vie, donc tout va bien. Et tu vois, finalement, l'objectif, lui, c'était de créer une application où tu crées des groupes. C'était un peu un Discord, un WhatsApp simplifié. Il y a vraiment une problématique autour des messages. Tu as 40 milliards de groupes, tu t'y perds. Ouais. Souvent, dans tes groupes, tu as souvent les mêmes potes, mais en même temps, pas vraiment les mêmes potes. Donc, ils voulaient travailler autour de ce projet-là. Ça faisait partie des tout premiers porteurs de projets qu'on avait. On croyait au personnage, à tout ce qui se passait, même au projet. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas, vas-y, on va développer. Et en fait, ça a été le premier aussi rappel à l'ordre, en mode, tu fais pas ce que tu veux, en fait. Si tu veux créer une boîte qui soit rentable, tu fais pas ce que tu veux. Par rapport à vous ou par rapport à non, par rapport au projet là. Ouais, par rapport au projet. Après, on est intégré aussi dans ce projet-là, donc c'est un projet dans lequel on croit véritablement, parce qu'aujourd'hui, on a pris un vrai pivot. Bref, on a fait un virage et ce projet-là, on l'amène sur du coup une solution qui est beaucoup plus orientée B2B et plus B2C. D'accord. Parce que le B2C, c'est aussi très compliqué à attaquer de front. Ouais. Ou du moins, il faut avoir un business plan qui est bien solide parce que ça coûte beaucoup d'argent de créer une structure, de créer une boîte et une application. Ça peut aussi créer de l'argent, coûter de l'argent pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus orienté sur du B2B, aider des travel planners, des gens qui veulent organiser des voyages, en fait tu crées ton groupe de voyage et tu as toutes les informations pour tes voyageurs dedans. Ouais, d'accord. Faciliter toute l'organisation, tu as un planning qui est prévu, tu peux partager tes photos, tu as un album qui est commun à tout le monde, tu cliques sur un bouton, tu as tout ton album photo qui est sur ton téléphone, ça simplifie tellement la vie des voyageurs et surtout du travel planner, de pouvoir se dire ok, je passe plus par un groupe WhatsApp, je monte d'un step et je deviens quelque chose de beaucoup plus professionnel et encadré, et en fait mes utilisateurs, mes voyageurs le ressentent. Ils se sentent accompagnés, ils sont en mode mais ok, incroyable. Et donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un peu ce virage-là qui a été pris sur ce projet. Mais tu vois, au tout départ, c'était un peu un réseau social. On peut dire un peu à la WhatsApp, à la Messenger, quoi. Ok, c'est intéressant parce que là on sent l'aspect niche tout de suite, où tu as une idée d'application, on va dire, allez, c'est une messagerie un peu révolutionnaire avec plein de features, etc. Lancer un projet tel quel, ça marchera pas, il faut tout de suite aller se nicher, et là tu l'as bien dit, sur les travel planners et en plus sur du B2B, quoi. Ouais, c'est en vrai c'est un peu le conseil que je peux essayer de donner. Une application qui touche tout le monde, en fait, elle touche jamais vraiment tout le monde. Ou alors, d'accord, les grosses boîtes. Mais en fait, dans un premier temps, je trouve que c'est vraiment très intéressant et plus intéressant. Tu auras beaucoup plus de résultats à venir nicher ton produit, à travailler sur des personas qui sont bien spécifiques. Tu prends 4-5 personas et tu les targetes et tu te focuses dessus pour qu'à la fin, tu aies vraiment une émulsion autour de ce type de client et que tu arrives à valider un peu ce client-là pour peut-être passer à un autre et ainsi de suite. Je sais pas, mais l'idée, pour moi, c'est vraiment d'aller nicher dans un premier temps ta solution pour être sûr de trouver en fait ta cible, quoi. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, t'iterres. Mais ouais, il faut se nicher, je pense, dans un premier temps. Ok. Donc là, du coup, on a 2-3 premières étapes. Ouais, alors, ensuite, étape 1, je pense, il y a vraiment la recherche et valider son idée. Donc, tu étudies la concurrence, tu étudies ton idée, du moins, tu développes, tu essayes de réfléchir à pas mal de trucs, tu cadres un peu tout ça. Derrière, essayer de réfléchir rapidement au plan financier. Ta situation perso, la situation de ta boîte, comment tu l'as fait vivre et ainsi de suite. Là, clairement, on n'a pas créé la société. On ne crée pas la société, on l'a créée le plus tard possible. Et encore moins toucher une ligne de code. Et encore moins toucher une ligne de code.
Vraiment, le code, c'est étape 8. Ouais. Pour moi, c'est étape 8. Après, voilà, chacun sa méthode. Mais dans ma tête, je pense que plus tu matures ton projet avant, l'objectif, c'est pas. Le développement, c'est pas une phase de test. Vraiment, c'est ce que je dis. C'est un peu. Demain, tu veux construire une maison, tu vas avoir un architecte d'abord. Tu vas pas voir un maçon, quoi. C'est la même chose. Pourquoi, quand tu veux développer une application, tu vas voir directement un développeur? Non, dans un premier temps, il faut voir un mec qui conçoit des solutions, qui réfléchit un peu une strat et tout. Là, c'est mon profil. Mais en l'occurrence, c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place et ce qu'on essaye voilà, de rassurer le porteur de projet, de se dire bah, tu vas pas engager 150 000 euros pour développer ta solution, sachant que tu sais même pas si ça va à un moment donné fonctionner. Donc, teste au maximum. Étape 2, du coup, développer un peu le côté financier, ainsi de suite. Et là, c'est vraiment le passage à l'action. C'est-à-dire que tu as fini de réfléchir, tu passes à l'action dans le sens où tu vas créer un premier proto. L'idée, c'est d'avoir un proto, un POC ou un MVP. Tu as ton idée, tu as un peu un truc financier, tu crées un proto, un POC ou un MVP et tu vas le présenter en fait. Tu valides, là pour le coup, tu valides ton idée, tu valides ton marché grâce à ce POC ou ce MVP. Tu viens te rassurer là-dessus. Alors un POC ou un MVP. Ouais, c'est ça, j'allais te demander pour toi, c'est quoi ta définition du MVP? Le MVP, c'est tu prends ta solution, tu la réduis à la fonctionnalité principale. Les 2 ou 3 fonctionnalités, si vraiment tu es un peu plus ambitieux, mais tu prends les fonctionnalités principales, les plus minimales possibles, enfin les plus minimes possibles, et c'est sur cette verticale que tu travailles. T'es même pas, pour valider ton idée, tu n'es même pas obligé de... Là, je parle à des gens qui ne sont pas développeurs, tu n'es même pas obligé de développer, en fait. Tu peux... y a plein de solutions aujourd'hui, du no-code ou du low-code, qui te permettent d'avoir des solutions rapides. Et même pour un développeur, en fait, passer d'abord par des solutions où en 2 semaines, 3 semaines, allez, 2 mois, tu peux déjà avoir ton MVP de mis en place et que tu vas pouvoir tester. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un développement. Ça te prend beaucoup moins de temps qu'un développement qui va être... Alors oui, ta solution, elle sera clairement pas parfaite. Mais c'est pas l'objectif de cette étape-là. Là, l'objectif, c'est juste de valider un peu ton truc. Tu vas contacter des gens, des potentiels clients. Ça signe pas. Parfois, ça signe... Enfin, quand je dis signer, c'est même une lettre d'intention, en fait. C'est même pas forcément... tiens, je te facture 40 euros. Juste une lettre d'intention, ça suffit à te rassurer, à te dire « Ok, c'est bien. » Ça, c'est le minimum, quoi. Le minimum, avant de lancer un développement, c'est de se rassurer là-dessus. No code, low code, même du Figma. Nous, on travaille beaucoup avec Figma. Pour toi, un Figma, ça peut être un MVP? Alors, un prototype Figma, c'est pas un MVP parce que tu peux pas l'utiliser. C'est un prototype Figma. Par contre, ça te permet de te rassurer sur ton marché. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On crée des prototypes Figma qui sont méga réalistes. Okay. Je sais pas, bref, j'aurai peut-être l'occasion de te montrer ça après, mais globalement, le prototype Figma, c'est une simulation exacte de ton application mobile ou de ton site. En fait, nous, ça fait partie vraiment de la phase de conception. À la fin de la phase de conception, il y a un prototype Figma, mais du coup, il y a tout un design system qui est implémenté. Et moi, derrière, j'envoie ça au développeur, à Dylan, du coup, qui va s'occuper de toute cette partie-là. Tout est spécifié là-dedans. Techniquement, mon job s'arrête là. Okay. Donc, le prototype Figma, c'est un truc à prendre au sérieux. Tu conçois un vrai truc qui est vraiment pro, qui est plus carré. Moi, je trouve qu'on a même plus de résultats avec un prototype Figma d'un point de vue design et esthétique sur à quel point ta solution elle est carrée, elle est propre. Peut-être qu'un Bubble ou des solutions en no-code ou en low-code. Mais il faut passer par ça. Tu dois sortir un MVP de manière très rapide. Et si... Parfois, tu n'as même pas besoin en fait, d'avoir une solution à présenter, un produit à présenter, parce que finalement, tu cherches à répondre à une problématique. Il faut que tu identifies ta problématique dans les phases d'idéation et ainsi de suite. Une fois que tu as cette problématique-là, tu vas essayer de valider cette problématique. Alors, comment faire ? Tu peux appeler, du coup, comme je disais, des gens pour leur dire, bon, voilà, moi j'ai une solution qui répond à ci, ça, ça. Est-ce que ça vous intéresse ? La solution, bref, elle fait ci, ça, ça. Le mec, oui, non. Ok, je peux vous vendre en amont peut-être un abonnement premium ou j'en sais rien, la toute première version en amont qui est à 20 € par mois ou qui coûte 20 € pour l'application, pour la solution. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, non. Et en fait, tu peux calibrer un peu tout ton truc comme ça. Limite, développe d'abord, dans un premier temps, un discours commercial pour juste t'assurer que ta solution, elle vaut le coup d'être développée. Ok. Mais là, du coup, pour bien comprendre, tu vas chercher les « oui, je suis prêt à signer » pour ensuite leur dire « bah écoutez, en fait, pour l'instant, j'ai rien, je reviens vers vous dans 6 mois ». Ou derrière, tu leur vends quoi ? Tu peux pas leur vendre un Figma ? Non, mais en fait, première option, tu peux très bien lui dire... En fait, là, vraiment, c'est
votre imagination. L'idée, c'est juste valide ton idée. Et valider l'idée, c'est pas juste tu vas voir ton grand-père, ouais, papy, j'ai ça, ah ouais, trop cool, bon, bah allez, je développe. Non, c'est vraiment, tu te rassures avec des gens qui sont tes clients, qui va payer pour ça. Tu seras. Une application qui ne rapporte pas d'argent, c'est une application qui meurt à un moment donné parce que tu as des frais quand même. À certains trucs, on le voit avec Biril, je crois qu'ils ont des grosses problématiques pour là-dessus. Parce qu'ils ont eu une explosion, beaucoup de gens, mais galèrent à gérer ce trafic et ainsi de suite, même sur le plan financier. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment, bah ok, moi je te propose ça pour 20 € et ainsi de suite. Ouais, t'es prêt à payer? Bon, bah notre solution n'est pas prête. Par contre, je te recontacte dans quelques mois. Est-ce que ça te va? Au pire des cas, le gars, il est en mode elle est pas prête. Bon, bah mince. Au pire, le gars, il signe jamais avec toi. Au mieux, il a juste validé ton truc. Et je pense qu'il y a assez de monde sur Terre dans un premier temps, même dans ta région, pour se passer de ce mec-là, quoi. Donc l'idée, c'est juste tu valides ça avec 10-15 personnes en fonction de combien tu vises. Mais si déjà tu as un échantillon de 5-10 personnes, moi c'est un peu ce que je vise, 10 personnes, tu sais globalement ça va répondre correctement, quoi. Après évidemment tu n'as pas un discours qui est rodé ou ainsi de suite, mais si déjà tu arrives à te rassurer avec 10 personnes, tu peux te dire que c'est un indicateur qui est assez important pour commencer à développer ta solution. Que ce soit du B2B ou du B2C. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes... C'est pas du tout les mêmes trucs, ouais, effectivement. Après, le B2C, c'est tellement différent parce que... mais même, c'est un peu la même chose. Est-ce que ça intéresse les gens? Bah, finalement, tu vas dans la rue. Nous, pour un projet, on est allé dans la rue. On faisait des samedis et des dimanches entiers dans les rues à demander, bon, bah voilà, on développe une application comme si ça se fait. Est-ce que ça t'intéresse? À quel point ça t'intéresse? Est-ce que tu veux t'inscrire sur notre newsletter? Et en fait, tu vois que c'est un premier... Évidemment que t'as pas de newsletter, mais ça te permet de savoir si le mec il est en mode ouais, ça m'intéresse vraiment, tiens, je te donne mon mail, ou ouais, je m'inscrirai, t'inquiète, merci. Et en fait, oui, B2B et B2C, c'est totalement différent. Nous, on travaille plus. Non, en vrai, on travaille pas plus. On a beaucoup d'applications en B2C et d'autres en B2B, mais ce qu'il faut, c'est vraiment valider tout ça par n'importe quel moyen. Mais valide ton idée, parce que sinon, tu vas développer un produit. Et tu vas être dans le doute après, tu vas changer plein de trucs dans ton dev. Donc bref, étape par étape, valide ton marché, et après tu passes à autre chose, quoi. Et même, ça peut être des arguments, si demain, pour préparer des futures levées de fonds, si levée de fonds il y a, ça peut être des arguments aussi sur les toutes premières phases, sur les phases de pré-seed ou de seed, tu vas avoir besoin de ces arguments pour dire, bah ouais, on est des mecs sérieux, on a fait notre process correctement, et si et ça. Alors c'est pas la ligne à suivre. C'est, selon nous, un élément supplémentaire qui, dans la tête d'un investisseur, va le rassurer en mode ouais, ok, ça c'est fait, donc c'est bon, je peux investir, et ainsi de suite, quoi. Ok. Donc voilà. Et du coup, une fois que tu as validé ton idée d'application avec justement comme ça 2-3 personnes qui t'ont dit ok, je suis chaud, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, une fois que tu as le POC, le POC ou le MVP ou le proto, bref, ce que tu veux. Derrière, effectivement, tu vas valider le marché, des lettres d'intention, générer une communauté, c'est des premiers indicateurs, du chiffre d'affaires. Dans certains cas, ça peut être un indicateur aussi. Je note des utilisateurs. C'est vrai, des utilisateurs, tu vois, si tu sors une solution en no-code, en low-code, peut-être que tu peux avoir des premiers utilisateurs. Même gratuit. Ouais, même gratuit. Mais tout ce qui peut être comptabilisé, il faut le faire et il faut que tu te rassures d'abord avec ça, quoi. Enfin, je pense. Et une fois que tu as ça, là après tu peux commencer à réfléchir à ok, est-ce que je crée ma boîte, comment je crée ma boîte, là je lance l'aventure. Bon bah il va falloir créer son entreprise. Il faut la créer évidemment et selon moi le plus tard possible. Je le mets un peu en position 5 parce que ça dépend. Si tu es développeur, évidemment tu peux peut-être tu peux commencer à engager un développement sans forcément avoir créé ta boîte. Enfin, c'est pas à suivre à la lettre, c'est un peu en termes de roadmap, je mettrai un peu cette étape à cet endroit-là. Mais l'idée vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on crée pour moi la boîte le plus tard possible. Enfin, c'est un peu tous les échos que j'ai dans le système, dans le milieu. Il faut vraiment créer sa boîte le plus tard possible. Tout pendant que tu n'es pas obligé de le faire, le fais pas. Parce que tu as des aides en fait, qui sont conditionnées. Des aides de la BPI, des subventions de ta région ou des subventions nationales ou des concours qui demandent en fait un degré de maturité. Et si tu as dépassé ce scope, tu sais pas en fait si ton application elle va pas décoller en 2 semaines. Y a des gens qui mettent 2, 3, 15 ans avant que leur application fonctionne. Tu peux pas le prévoir. Donc ça se trouve, tu vas vouloir participer à ce concours, tu l'aurais probablement gagné, mais tu peux pas le faire parce que tu as dépassé le cap des 3 ans. Souvent, il y a une deadline avec les 3 ans. Et
Et du coup, il est important de créer sa boîte le plus tard possible parce que c'est juste pour prévoir. Ça, c'est une erreur qu'avait fait un de nos porteurs de projet, enfin un porteur de projet, et il s'en est mordu les doigts après parce que du coup, il y avait plein d'aides qu'il ne pouvait plus activer parce que malheureusement, il a créé sa boîte un poil trop tôt. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses typiquement de... aujourd'hui, par exemple, j'ai une idée d'application, je commence à réfléchir sur les différentes étapes dont on a parlé, je commence à développer le MVP, je vais chercher mes premiers utilisateurs gratuits, comme ça, j'encaisse pas forcément de chiffre d'affaires. Ma boîte, en soi, j'ai pas besoin de la créer. Et je peux rouler comme ça pendant 6 mois, 1 an, aller chercher une grosse traction pour ensuite faire payer. Alors, là, je tourne ma page. En fait, alors il y a un truc à prendre en ligne de compte, ça c'est vrai que on n'y pense pas forcément, mais sur les stores, quand tu déposes ton application sur les stores, c'est extrêmement complexe de la changer de compte. Donc c'est juste pour éviter de passer 15 ans à changer ton application. En fait, pareil, sur le process de création de ton application, derrière, il y a des questions de s'associer ou pas. Avant de développer ta solution, il y a une grosse phase, on reviendra dessus après, sur la gestion de projet, sur la conception de ton produit, donc de ta première V1. Tu as fait le MVP, le POC, ou bref, ton proto, un petit truc pour tester. Là, tu veux passer sur une vraie version. La version numéro 1, il va falloir la réfléchir. Il faut qu'elle soit optimisée en termes d'ergonomie. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Là, c'est vraiment là-dessus, nous on insiste, mais on a une grosse plus-value parce que c'est primordial. Comme je disais, tu veux construire une maison, tu appelles un architecte d'abord, tu n'appelles pas un développeur. C'est la même chose. Tu veux concevoir une application mobile, tu appelles d'abord un UX designer, un UI designer pour qu'il puisse te faire une application qui soit sexy, qui soit ergonomique, parce qu'une application qui fonctionne, qui marche bien, c'est une application qui est esthétique et surtout on trouve rapidement notre solution. Un site internet, typiquement, on a 7 secondes pour faire en sorte que l'utilisateur, enfin la personne, le visiteur qui arrive sur le site, on a 7 secondes pour qu'il trouve rapidement son information. Sinon, en général, il retourne en arrière, il va sur le deuxième site, il regarde sur le deuxième site. Si sur le deuxième site, il n'a rien trouvé, il reformule sa requête Google. Donc globalement, c'est un peu ces mécaniques-là qui se passent, il faut en avoir conscience, et donc il faut que ta solution, tu arrives dessus, poum, je sais exactement ce qui se passe, à quel endroit, et ainsi de suite. Il y a plein de tutos sur comment faire une landing page, mais en vrai, c'est ça qu'il faut aller chercher, quoi. Des concepts UX, pourquoi Amazon a changé son bouton achat du jaune au bleu, enfin bref, je sais plus dans quel sens ils l'ont mis, s'ils sont passés du bleu au jaune ou du jaune au bleu, mais en tout cas, plus 30% de vente. Il y a vraiment des trucs qui sont significatifs et l'UX, c'est extrêmement important. Ne serait-ce qu'un formulaire, dans quel ordre on met les champs, ça peut avoir son impact parce que l'utilisateur, parfois, il ne comprend pas certaines formulations. Je ne sais plus quelle boîte a fait ça, une compagnie de voyage, où tu réservais tes vols et en fait, il mettait nom de l'entreprise et en dessous, il mettait adresse. Et en fait, l'utilisateur, il pensait que c'était l'adresse de l'entreprise. Du coup, ils mettaient des trucs qui n'étaient pas forcément bons. Et en fait, ils avaient moins de personnes qui achetaient leurs billets parce qu'ils étaient perdus en mode « Attends, c'est mon adresse ou c'est l'adresse de la boîte ? J'ai pas de boîte, comment je fais ?» et en fait, il y a plein de trucs qui sont... ce genre de tips, ce genre de petites erreurs qu'on peut essayer de prévoir. Donc, l'UX, c'est extrêmement important. Ce que je dis souvent, c'est que nous, on est là pour construire les fondations de ta maison. Vraiment, l'UX, l'UX, même la phase de conception... nous, on prend... En vrai, c'est un gros sprint de 1 mois et demi. Une semaine qui est consacrée à l'étude de l'idée, venir challenger, ainsi de suite. Est-ce que là, on va développer une V1 ? Est-ce qu'on est sûr de ça ? C'est un peu Je reprends un peu tout ce que j'ai dit auparavant, mais pour s'assurer que le porteur de projet, il ne part pas dans tous les sens. Avant ça, nous, on sélectionne nos projets à travers un pitch un peu court, mais histoire qu'on sache un peu toute l'équipe choisie, si on part avec ce projet-là ou pas. Parce que du coup, là, on est vraiment sur quelque chose qui a rien à voir entre le MVP et la V1. Pour toi, c'est 2 choses différentes. Ça n'a rien à voir. Le MVP, c'est un truc que tu développes rapidement pour valider ton marché. Tu t'en moques si c'est à peu près bien ou pas bien. C'est un truc qui est bancal. Tu construis pas une entreprise avec une solution. Enfin, tu construis pas. Je vais me mettre plein de gens avant, mais Decathlon, ils n'ont pas un site en no-code ou en low-code. C'est pas, il me semble pas que ce soit un WordPress qui gère tout leur site. Donc, l'idée, c'est vraiment à un moment donné, tu seras obligé de passer le cap. Si tu veux être une entreprise sérieuse, il va falloir que tu passes aussi par des solutions qui parfois sont un peu plus lourdes, mais du coup, qui nécessitent plus d'investissement et donc plus de réflexion. Le MVP, tu t'en moques de comment c'est mis en place. Ce qu'il faut, c'est vraiment juste... tu sors ta solution en no-code ou en low-code. En fait, ça, c'est plus pour des porteurs de projets qui n'ont pas de compétences techniques. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, moi, je cherche un CTO, je veux m'associer avec un CTO pour lancer ma boîte.
Non, tu le fais pas maintenant. Genre, en plus, comment tu vas négocier avec un CTO? Ouais, j'ai une super idée et je te laisse 20%. Bah, MDR, non, pas du tout. Genre, donc en fait, un bon CTO, tu vas pas le recruter comme ça. Ouais. Toi, tu partirais plus peut-être en commençant par construire ta cabane en bois avec des outils no-code. Ouais. Et après, tu recommences tout parce que avec cette première expérience, tu te dis ok, bah en fait la fenêtre, faut pas la mettre là, le toit, il faut le mettre comme ça parce que sinon il y a des infiltrations. Et après, tu recommences tout à zéro avec la V1 justement, avec des outils plus solides comme du code. Ouais, voilà. Enfin, moi c'est comme ça que je travaille, mais après je sais très bien qu'il y a plein de boîtes qui se créent avec du no-code ou du low-code et ça fonctionne bien. Après, t'enlèves petit à petit les briques no-code par des briques code. Ouais, voilà, ça peut. Juste l'idée, c'est l'image de la cabane en bois, elle est exactement là. L'idée, c'est de montrer à des gens, bon voilà, c'est ça qu'on va construire. T'as vu, on a fait une petite cabane en bois, ça te séduit. Bon bah viens, on est parti. Tu peux ramener des plans de ta prochaine maison, tu peux ramener plein de trucs, mais l'idée, c'est de montrer à quelqu'un que ça va être quelque chose de sérieux. Et après, derrière, tu commences ton chantier. Si tu veux développer ta solution de manière plus conséquente, bah là, tu développes ta V1, quoi. Mais la gestion de projet, c'est extrêmement important d'étudier ce mur-là, je le mets à quel endroit. Le développeur, il n'est pas là. En vrai, c'est horrible, mais le développeur, il n'est pas là pour réfléchir, quoi. Il réfléchit pas. Lui, il s'en moque. Est-ce que le radius, il est en 24 ou en 23 ? Non, il s'en fout totalement. Le développeur, tu lui donnes une maquette, son job, c'est de traduire ça, quoi. C'est vraiment le job du développeur. Avant, je dis pas que n'importe quel développeur ne peut pas faire ses premières étapes, mais je pense que si t'es développeur et que tu veux créer ta solution, il faut que toi-même tu te mettes des barrières en mode ok, là je conçois la solution, je me mets en accord moi-même avec ma solution, parce que lorsque je vais attaquer ma phase de développement, je suis pas là pour bouger le projet dans tous les sens tout le temps, quoi. Je vais d'abord, le prototype Figma, il est aussi là pour s'assurer que ergonomiquement ça fonctionne correctement avec nos utilisateurs, faire des tests du X, de la B-testing, pour s'assurer qu'à la fin la solution qui sorte, elle soit méga efficace, quoi. Et pareil, cette V1, c'est pas la V1 avec 40 étages, 4 piscines, et ainsi de suite. La V1, c'est des murs solides, un premier étage, un truc qui est un peu plus minimaliste. De toute manière, tu auras le temps. Tu auras le temps de développer de faire le jardin, ta V2, la piscine. Ouais, voilà. Le MVP, il est aussi là pour ça. Trouver la fonctionnalité principale, tu la développes après sur ta V1. Juste, tu augmentes en termes de qualité aussi pour que tu puisses vendre aussi ce truc-là, quoi. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'objectif. Tu soignes la finition sur ta V1 et tu fais quelque chose de vraiment carré. Mais il faut... nous, on passe par une phase du X qui est extrêmement longue. On passe par un design system. Comme je disais, on n'est pas là pour concevoir une solution. On est vraiment là pour créer aussi un pôle technique. C'est pour ça qu'on poste beaucoup avec des startups. On conçoit un pôle technique. Le pôle technique, il y a une partie produit. Enfin, on conçoit, le pôle produit, on l'appelle comme on veut, mais nous, on va créer un design system sur du Figma pour demain, si on veut créer une nouvelle fonctionnalité, très rapidement, on peut l'implémenter. On a une charte graphique qui est posée. Tu gagnes en efficacité. C'est long à mettre au départ. Souvent, les gens sont en mode « j'en ai pas besoin. » C'est du temps que tu vas gagner par la suite. Et le temps, tu vas en avoir besoin parce qu'une fois que tu as lancé ta solution, en fait, c'est une course continue. Tu es continuellement en train de réfléchir à « comment faire entrer du chiffre d'affaires, le ci, le ça ». Tu réfléchis plus à... comment tu as mis en place ta structure auparavant. C'est déjà censé être quelque chose de très solide. Donc, tout le temps que tu gagnes au départ, en fait, c'est du temps que tu n'auras pas par la suite, quoi. Donc, moi, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu lances ta V1, là, ça va devenir la course. Donc, tout ce que tu peux faire avant, anticiper, fais-le. Donc, voilà l'intérêt de vraiment construire un pôle technique avec une vraie doc, parce que demain, s'il y a des gens qui rentrent dedans, comment c'est mis en place, ton code, tu le soignes. Tu commandes, tu fais une vraie doc, un truc qui soit vraiment efficace, mais pas une documentation qui va se perdre dans le placard. Prends le temps de la rédiger, c'est extrêmement utile. Si demain tu as une board d'autres développeurs, tu vas pas passer 4 jours à leur expliquer comment est fait tout le code, quoi. Tu leur donnes ta doc, évidemment tu es là pour répondre aux questions, mais globalement l'objectif c'est de pouvoir scaler ça rapidement, parce que l'objectif de la startup c'est quand même d'aller vite, quoi. Donc voilà un peu comment selon moi on structure un peu tout ça, quoi. Top. Et du coup, pour nous faire un petit peu un récap en termes de deadline, là aujourd'hui j'ai une idée. Demain, alors soit on bosse ensemble, soit moi je suis déjà développeur et du coup j'ai les compétences techniques et je veux mettre en place ce projet, soit tout seul, soit avec un pote qui a peut-être une autre expertise. Ce serait quoi un petit peu les différentes deadlines en termes de semaines, en termes de mois, où je dois me dire ok, au bout de tant de temps,
faut que j'ai passé ce step parce que sinon ça veut dire que je prends trop de temps et que je procrastine, ou au contraire que j'ai pas assez travaillé cette solution-là? Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. En fait, ça dépend de la taille du projet, évidemment. Pour autant, je pense que déjà, il faut trouver l'idée. Il faut la trouver, il faut développer aussi cette idée-là, la faire maturer. Nous, dans notre programme, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse une semaine, mais en amont. Le porteur de projet a déjà réfléchi à pas mal de choses. On lui envoie déjà des documents pour favoriser. Nous, on a un gros doc au départ où le porteur de projet va pouvoir réfléchir à. On a une question. Quelle est la fonctionnalité principale pour ta V1? Quelle est la fonctionnalité principale pour ta V2? Réussir à se projeter rapidement, mais qu'il arrive à structurer en fait un peu toute son idée, c'est le point de départ. Donc ça, je pense, en vrai, ça peut se faire vite, ça peut ne pas se faire vite, mais l'idée, elle vient peut-être un peu par hasard, mais elle se cultive aussi, elle se développe en ayant un temps réfléchi dessus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une semaine de réflexion sur l'idée, la conception un peu du projet dans notre tête, faire maturer un peu tout ça. Une semaine après, on fait toute la recherche UX, donc toutes les wireframes, toute la conception de la solution, quels sont les différents espaces, et ainsi de suite. On vient tester un peu tout ça. Derrière, on a une autre semaine, un autre sprint qui va être très axé sur du design, trouver un mood board, trouver une ambiance, un truc artistique à se mettre un peu sous la dent, quelque chose qui soit vraiment très sexy. C'est primordial, créer une charte graphique, créer un logotype, et ainsi de suite. Une semaine de sprint là-dessus. À la fin de ça, une semaine bloquée à rien faire. Là, on n'avance plus, on prend du recul. On a eu 3 semaines assez intenses, qui sont très longues. À l'issue de ces 3 semaines, juste on prend un temps pour se dire ok, est-ce que mon idée, c'est là que je veux partir ou pas? Il y a déjà un premier checkpoint après 3 semaines, quand on commence notre accompagnement. Et là, il y a 2 solutions. Soit ça ne convient pas et du coup, on repart sur un process. Soit auquel cas, on est en mode ok, c'est bon. Il y a peut-être 2-3 réglages, mais globalement, on est bon. On peut passer à la step d'après. En l'occurrence, toutes les validations de marché et tout, elles sont aussi là à ce moment-là. Mais du coup, le deuxième bloc, ça va être, du coup, on développe toute la UI. Donc tout le côté l'UI, c'est tout le design de la solution. Là, on finit toutes les maquettes sur le Figma. À la fin, on a un proto. Et là, on va pouvoir tester du coup le marché, valider le marché, ainsi de suite. Donc cette phase-là, c'est long en vrai de développer sur Figma quand même des designs. Si tu as envie d'avoir quelque chose de propre, évidemment qu'en 3 jours, on peut te sortir un Figma, mais bon, c'est pas méga stylé, quoi. Donc voilà, à l'issue de ce Figma, on va pouvoir tester le marché. Donc en gros, 1 mois et demi pour arriver à cette étape de structuration d'idées, premier POC, premier proto, premier POC, MVP si tu veux passer en bubble ou ainsi de suite. Derrière, tu valides ton marché. La validation de ton marché, ça prend le temps qu'il faut, mais tu dois atteindre ton objectif. 10 utilisateurs, enfin 10 lettres d'intention, 10 personnes qui sont prêtes à acheter, 10 personnes qui sont inscrites sur une liste de ok, je vais payer dès que ça sort. Générer une communauté, il faut se mettre pareil des objectifs. Dès que j'ai 3000 personnes, je sais que c'est à peu près un bon signe. Bref, ça peut être un chiffre d'affaires aussi. Mais on se fixe un objectif, compte 2 mois, en vrai, pour valider ça à peu près dans les grosses lignes, pour commencer à avoir un premier raisonnement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de feedback aussi qui vont se faire là-dessus. Donc 2 mois, ça me paraît pas déconnant pour ton projet. Tu as ton POC, ton MVP, bref, tu as la toute première version. Tu as 2 mois pour le valider et rechancher 2-3 petits trucs. Là, souvent, on a une petite salve de ok, bon, bah maintenant, on va vraiment travailler sur la V1. Une fois qu'on a validé le marché, on va travailler sur la V1. Là, un développement d'application, je pense que vous le savez, ça peut prendre extrêmement... Enfin, ça peut être très long, surtout si on est tous seuls à bosser dessus. En l'occurrence, nous, en moyenne, on va dire que le dev d'une solution, pareil, je sais qu'il y a des agences qui peuvent sortir ça en 2 mois, en 3 mois pour des applications, on va dire, de taille moyenne. Oui, mais nous, on a un process pareil dans le développement. On fait des sprints. À chaque fois, on vient tester aussi... Voilà, on est en méthode agile, donc à chaque fois, on vient regarder si les designs correspondent bien, si ça répond bien techniquement aussi à tout ça. Il faut faire du test. C'est primordial. Alors, test unitaire, souvent, c'est le premier truc qui dégage. Je vais pas dire faites-le parce que quand on a commencé, on les faisait pas non plus et c'est pas non plus dramatique. Par contre, si tu fais pas des tests unitaires, il faut que tu valides à fond. Enfin, il faut que tu fasses une grosse session de test après. La session de test, elle est obligatoire. Nous, en moyenne, on passe 1 mois et demi, 2 mois à
tester la solution derrière. Okay. Ça paraît long, mais en fait, il y a la version alpha qui va déjà être disponible où tu la testes sur un échantillon de 50 personnes, 100 personnes, et tu auras déjà plein de feedback. Pareil, la solution, petit tip, c'est un peu votre page. Mais souvent, ce que je dis, testing, le test flight, enfin, on travaille beaucoup, nous, avec des test flights. C'est aussi pour ça que souvent, on demande de créer la boîte. C'est que sinon, après, c'est une galère de changer l'entité. Ouais. Mais il te faut une première version. Donc, il te faut un test flight. Et, pour comprendre, test flight, c'est sur Apple un moyen de tester l'application. C'est ça. Test flight, c'est un outil qui nous permet de déployer sa solution. Enfin, notre première application, on va pouvoir la déposer sur les stores par l'intermédiaire de test flight. Donc, seuls des gens qui ont accès à ce test flight peuvent tester la solution. Et ça te permet vraiment de générer tes tests, ainsi de suite. Par la suite, ça deviendra ta solution test. C'est-à-dire que tu auras toujours une solution en prod, mais sur ton serveur de test, tu as ton test flight. Et comme ça, tu peux avoir une version d'avance. On verra celle d'après, mais je brûle les étapes. Mais du coup, l'idée, c'est de sortir ce test flight. En moyenne, tu prends 20 utilisateurs et tu les fais tester. Tu vas chercher tous les bugs techniques, tous les bugs UI. Tu viens chercher à améliorer peut-être 2-3 trucs, tester l'ergonomie, mais tu as 2 mois de test véritable. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on bosse. Donc globalement, tu veux sortir une version numéro 1. Si tu veux vraiment une version numéro 1 et plus un MVP, je pense qu'il faut en moyenne un petit 6 mois de travail. Okay. Parce qu'il y a des phases il y a du code pur, mais tu as des phases mise en place de l'infrastructure, mise en place de tout son dashboard, du dashboard de l'application. Derrière, tu as toutes les phases de testing. C'est un peu, je pense, une bonne grosse moyenne. Évidemment que tu peux... on sort des applications en beaucoup moins de temps que 6 mois. On en sort en beaucoup plus de temps aussi. On a déjà chiffré des devs à 1 an et quelques mois. Donc, ça peut être très, très long. Tout comme ça peut être très rapide. Mais nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est que cette V1, c'est une solution qui est stable. On vient de mettre la fondation de ta maison. On préfère itérer, rajouter des fonctionnalités très rapidement les mois qui suivent. Mais la base de la base, c'est construire un truc sur lequel tu es sûr que ça fonctionne. La V1, c'est vraiment là pour avoir un truc qui déboîte. Donc, il faut que ça soit stable, quoi. Okay. C'est vraiment le passage le plus hard de la V1. Et, parce que tu proposes ton produit en fait, aux gens et tu sais que tu vas pas de base trop le bouger, quoi. Donc voilà, tout ça, ça découle en fait de ton MVP et ton POC, de tous les résultats, de toutes les analyses que tu as eues, de tous les retours que tu as eus, quoi. Ok, super. Et du coup, là, j'ai mon idée qui s'est transformée en V1 sur l'App Store, enfin sur le store d'application. Qu'est-ce que je fais une fois que la V1 elle est sortie ? Est-ce que je me focus à fond sur l'acquisition utilisateur ? Est-ce que j'ajoute des nouvelles features ? Enfin voilà, qu'est-ce que je fais ? Dans quelle direction je vais ? Ouais, bien sûr. Ça, pareil. Bon, déjà, la phase de testing, ça, c'est acté. Mais une fois que tu as testé, il faut aussi prévoir en amont, un peu avant aussi, la mise en place de l'infrastructure. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi extrêmement important. Réfléchir à la charge, réfléchir au serveur, à la base de données, chez qui tu vas, comment tu t'héberges. C'est pas extrêmement cher, en vrai, au tout départ. C'est le serveur qui coûte le plus cher, mais ton serveur, tu prends le minimum dans un premier temps et après tu montes en charge. Par contre, il faut que derrière ta structure, elle soit prête à être scalée. Au niveau de ta base de données, comment ça se passe, il y en a une qui se remplit, ainsi de suite. L'automatisation, tu mets tes Docker en place pour que tout se passe nickel. Demain, tu es alerté s'il y a un bug. Tu mets tes motoring. Bref, l'objectif, tu prévois ton infrastructure. Okay. Tu initialises tout ça, tu réfléchis un peu à tout ce qui peut plus ou moins pas aller. Tu réfléchiras jamais à tout, mais tu essayes d'anticiper au maximum. Prévois le cas où tu passes de 5 utilisateurs à 15 000, mais juste prévois ce cas-là, comment ça se met en place. Okay. Donc voilà, des petits tests de charge et ainsi de suite, regarder la base de données. Et une fois que ce plan-là est bon sur la mise en place de l'infra, effectivement, il faut prévoir le lancement. Le lancement, c'est souvent le bloc compliqué, ta stratégie de lancement, comment tu mets tout ça en place. Ça, il n'y a pas de guide. Ça dépend vraiment de chaque projet. Il y a des gens qui vont... Et à quel point tu es à l'aise aussi sur ta verticale. Il y a des gens qui vont prévoir une stratégie de lancement en appelant, parce qu'ils sont sur du B2B, ils vont appeler plein d'entreprises en leur disant, en venant les spoiler, en mode coucou, on va faire ci, ça. Donc là, peut-être que du post LinkedIn, ça sera beaucoup plus concluant pour eux. Tu lances ton application en B2C, souvent, on va venir travailler sur des verticales du coup des réseaux
Le groupe Meta est là pour nous aider. Donc, souvent, tu vas venir travailler sur des Reels, sur Instagram, sur TikTok. Tu vas utiliser même Facebook, ça peut être utilisé. Tout est à prévoir. Même des vidéos YouTube, trouve des gens qui peuvent parler de ta solution. Si tu fais du B2C, le plus dur, c'est vraiment de générer une communauté au départ. Tout est dur. Développer la solution, c'est extrêmement complexe. Non, mais il faut vraiment pas sous-estimer n'importe quelle étape. Pour autant, moi, quand je viens d'Epitech, où je suis ingénieur informatique, j'ai aucune idée de base de comment se met en place une campagne market. C'est pour ça qu'il y avait un vrai cap. Et faut comprendre ce milieu. Faut monter en compétence aussi là-dessus, se mettre au clair sur le jargon. Donc voilà, il y a une grosse phase où ta stratégie de lancement, générer une communauté avant le lancement, c'est un peu le conseil que je donne. Tu as des outils, tu as Instagram et tout, tu essaies de générer, tu peux sponsoriser quelques posts, tu peux contacter des youtubeurs, tu peux contacter des podcasteurs pour essayer de générer aussi du contenu, faire parler de ta solution. Un truc de base aussi, on oublie, mais les communiqués de presse. Tu sors une solution, tu fais des communiqués de presse. Tu essaies de te mettre dans la peau d'un attaché de presse, comment tout ça se met en place. En vrai, je sais que nous, on travaille avec un attaché de presse qui utilise un outil, alors je sais plus, je crois que c'est Lucky, ou j'ai plus le nom de l'outil, mais il me semble que c'est Lucky, et en fait, il te permet de répertorier tous les journalistes un peu français, et en fait, ça te donne une liste de contacts. Tous ces gens-là, derrière, tu rédiges ton communiqué de presse. Peut-être que... nous, on travaille beaucoup avec Notion, donc on a tout un gros Notion qui nous permet sur lequel on va déposer pas mal de conseils. Donc peut-être qu'on pourra vous le donner, je vous mettrai peut-être un lien pour avoir tous ces conseils sur même comment rédiger en fait, finalement un communiqué de presse. Des petits tips. Et une fois que tu as tout ça, tu contactes des journalistes, tu contactes des journaux. Ça paraît gros en vrai dit comme ça. Je sais qu'au départ, moi j'étais un peu en mode non mais mec, j'ai pas contacté BFM TV, j'ai pas contacté les Échos ou ce genre de trucs là. Mais en fait, si ça passe par là. Il faut pas avoir peur. Enfin, il y a un peu, je pense, le syndrome de l'imposteur quand tu veux lancer ta première application. Mais en fait, si tu passes pas ce cap de ok, là j'assume que je crée une boîte, je crée un projet. Évidemment qu'il y aura des remarques négatives. Pour autant, il faut quand même il faut avancer, quoi. Et il y a des gens qui ragent, ça arrive. Il y a des gens qui te soutiennent pas, il y a des gens qui disent que tu fais n'importe quoi, ça arrive. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont pas raison, mais quoi qu'il se passe, au moins tu auras testé, au moins tu auras essayé. C'est un peu ce que je dis. Il y a beaucoup de gens. Je fais une petite aparté, mais on travaille beaucoup avec des incubateurs. Du coup, c'est extrêmement important aussi de se rapprocher de ce genre de structure. Nous, on a un peu d'une certaine manière un incubateur sur le côté technique, mais un incubateur, ça va aussi t'accompagner sur comment créer ta boîte et ainsi de suite, plein de questions. Et souvent, je vais me mettre les incubateurs à dos, mais il y a pas mal d'incubateurs qui t'expliquent comment monter ta boîte, comment ci, comment ça, qui vont dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et ci et ça. Mais en fait, ils sont salariés eux-mêmes d'une structure, donc t'es un peu en mode, il y a des problématiques que tu comprends pas forcément aussi bien que quand t'es pas sur le terrain. Quand tu vas créer ta boîte, tu vas être confronté à des problématiques auxquelles personne va avoir rencontré auparavant, et il faut se faire confiance dans des cas comme ça, et c'est pas grave, franchement, fonce. Nous on est aussi là pour apporter ce soutien justement à tous les entrepreneurs un peu solo au départ, pouvoir leur dire mais t'inquiète, t'as une équipe avec toi, nous on t'a pas pris par hasard, on est aussi là pour te pousser, et on est un peu une demi-famille, mais genre on est aussi là pour t'aider et te faire monter en compétence sur certains blocs. Tu connaisses rien ou tu connaisses déjà le dev, c'est pas grave, tu auras quand même besoin d'experts ou de conseils, et nous on est aussi là pour ça, quoi. Je fais des interventions dans des écoles d'informatique, justement pour aussi sensibiliser sur les premières phases d'entrepreneuriat, comment tout ça se met en place, et venir les aiguiller un peu là-dessus, parce que c'est important. C'est pas parce que tu es développeur que demain c'est la même chose. C'est pas un développeur, ça veut pas dire qu'il va forcément très bien réussir à créer son application. Donc voilà, il y a plein de conseils. Faut pas être trop fier et parfois réussir à écouter un peu ce qui se dit. Non, mais je dis ça parce que nous-mêmes, on était dans une posture où il y a plein de moments où on était un peu en mode ouais, ok, d'accord. Allez, merci, au revoir, je t'écoute pas. Et en fait, tu peux écouter et ça te coûte rien, quoi. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Les attachés de presse, c'est un job qui est très important, et c'est une partie qui peut aussi faire une grosse plus-value. Au pire des cas, il y a 200 personnes qui voient
ce petit message, ce petit article, peut-être dans un journal, mais c'est déjà ça en fait. C'est déjà 200 personnes qui l'ont vu, il y en aura peut-être 3-4 seulement au final qui vont cliquer sur le bouton télécharger, et peut-être qu'un seul qui va vraiment avoir un compte et qui va vraiment être un peu assidu sur le premier mois, mais c'est déjà ça. Donc bref, je pense que c'est tout ce que tu peux faire qui peut apporter de la visibilité, il faut le faire. Ok. Mais la stratégie de lancement, c'est extrêmement compliqué. Pour toi, stratégie de lancement, c'est tout ce qui suit les jours après la V1. Stratégie de lancement, c'est alors pas ce qui suit. Il y a les deux. Ça peut être avant comme après. Bah, tu vois, typiquement sur des problématiques, demain tu crées une application. En l'occurrence, on va revenir dessus après, mais on crée une intelligence artificielle pour calculer la compatibilité entre deux individus. On analyse plein de données, mais la psychologie aussi de l'individu. On est accompagné par des psychologues, des sexologues, des thérapeutes de couple qui sont là aussi pour faire que ce projet-là, ce ne soit pas simplement du vent. On a des ingénieurs en data et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment, on fait un gros travail de fond sur comprendre comment fonctionne un peu l'attirance entre deux individus. Et ça va prendre la forme un peu d'une application de rencontre pour vulgariser. Bien que j'ai un gros problème avec le mot application de rencontre, on est totalement on ressemble pas du tout à tous les gros, les Tinder ou les Mumble. On arrive avec un autre concept qui n'a rien à voir et c'est pour ça qu'on n'aime pas être approché à ces gens-là. Pour autant, t'as besoin d'utilisateurs dès le départ. On sait qu'on va devoir aller chercher un minimum de 2000 utilisateurs pour que l'application fonctionne au minimum, correctement. Vous êtes sur le cas de... Alors, marketplace, ce serait un peu vulgaire de dire ça, mais il y a acheteur et vendeur, il faut qu'il y ait deux types d'utilisateurs qui se rencontrent. Il faut du monde. Ouais. Et pour tracter du monde, tu peux pas démarrer une campagne juste le jour J en mode « Coucou, on a lancé la solution ». Non, tu te rapproches de ta cible. Tu vas parler à ces gens-là. Réfléchis où sont ces gens-là. Et il faut que tu arrives à rentrer en contact avec eux. Donc, tu as les réseaux qui sont là pour ça, mais ça peut même être des événements. Ça peut être... je sais pas, je sais que typiquement tu peux faire des interventions dans des écoles. Si ta cible c'est un jeune de 20-25 ans en études sup, tu peux, si ton application c'est un truc pour les mères de famille, va à la sortie des écoles. Il n'y a pas de... Franchement, le départ, il n'y a pas de sous-manière, j'ai envie de dire. Pas de manière conventionnelle. Ouais, clairement, tu te débrouilles. Tu peux pas adopter le schéma d'un autre entrepreneur à ta solution. Peut-être que ça peut fonctionner, j'en sais rien, mais juste tout ce que tu peux faire, teste-le, fais-le, ça sera que du plus, au pire des cas. Quoi. Et là, typiquement, pour prendre un petit peu des exemples justement de ce qui peut se faire et montrer que faut pas forcément utiliser les méthodes conventionnelles, qu'est-ce que vous êtes ou vous allez mettre en place ? Ouais, ça c'est pile poil les grosses réflexions du moment. Comment on communique sur cette intelligence artificielle qui va nous permettre de calculer tout ça. Pareil, j'ai oublié de le mentionner, mais on floute aussi dans un premier temps la photo de la personne avec qui... Tiens, justement, ce que je te propose, c'est que là, en fait, on est en train de parler à une audience. Vas-y, fais un petit peu un pitch de cette application pour comprendre un petit peu quel problème elle résout et quelle solution elle apporte. Ok, du coup, donc nous, à force de développer en fait des projets au sein de Cody, à un moment donné, on s'est dit non mais attends, viens, on développe aussi notre projet. Ça aura encore plus d'impact en fait finalement. On a accompagné des porteurs de projets dans leur levée de fonds sur les premières phases, scaler ton produit, sortir ta V1, traquer tes users, optimiser tout ça. On est plus ou moins rassuré là-dessus. Mais il y a plein de questions sur comment on lève concrètement des fonds, comment on va développer une stratégie marketing et tout. Où évidemment on a des aides, on a des experts qui peuvent répondre à ça, mais nous concrètement on va pas pouvoir t'apporter un soutien. Donc là l'objectif c'est aussi de se former là-dessus. Et bref, on développe du coup, ça fait maintenant un an et demi qu'on a ce projet, donc il commence à être bien mature. Et l'objectif c'était de créer en fait une intelligence artificielle qui puisse, donc ça c'est en interne, c'est pas un chat GPT qu'on est en train d'utiliser, on développe vraiment une IA qui du coup va analyser ton profil, analyser tes goûts. Quand on dit analyser tes goûts, c'est qu'est-ce que t'aimes finalement chez quelqu'un, pourquoi tous les jours on vient de poser des questions, tous les jours on alimente en fait cet algo, cette IA à travers des questions quotidiennes qui sont rédigées du coup, en collaboration avec des sexologues, des psychologues, des thérapeutes de couple pour comprendre véritablement qui on est. C'est un peu un travail d'introspection, mais ça se base sur de la psychologie qui est très profonde. On vient creuser l'intimité de chaque individu. Tout ce travail-là, il est là pour proposer de la qualité. Aujourd'hui,
On le voit bien sur les applications de rencontres. Il y en a beaucoup, énormément. Apple est saturé d'applications de rencontres. Du coup, ils bloquent carrément ces applications-là. Toutes les applications de rencontres, à moins que tu aies un point différenciant, ton application, tu ne pourras pas la sortir sur les stores. C'est ce que je disais tout à l'heure avant de commencer la vidéo, mais sur la section 4.3, il me semble, tu as un peu le listing de toutes les applications que tu peux pas sortir. Ouais, tu rigoles parce que y a des applications de paix typiquement qui saturent l'App Store. Ouais. Et donc Apple aujourd'hui se réserve un droit de veto un peu sur ces applications-là. Et donc il y a beaucoup d'applications de rencontres. Pour autant, nous on n'est pas une application de rencontre, on est vraiment une intelligence artificielle qui te permet de te connaître, mais qui va te présenter aussi des profils. On présente que 3 profils par jour. Ces 3 profils, ils sont triés sur le volet. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas te connecter à la solution. Pendant quelques jours, il y a tout un travail d'analyse, de réflexion sur ton profil. On ne te propose personne, on ne te présente personne, on te comprend. C'est vraiment une application qui est là pour aller de manière bien plus profonde dans la psychologie, dans la thérapie de couple. On se rend compte qu'il y a toujours les mêmes échecs dans les rencontres. Il y a toujours des profils psychologiques qui ne matchent pas, ou du moins qui génèrent des relations toxiques. Tout le monde, je pense, beaucoup de gens ont déjà été dans le cas d'être dans une relation toxique. Nous, on évite, on fait pas simplement un travail sur te présenter quelqu'un qui te correspond. On fait un travail qui est beaucoup plus ambitieux, qui va être de aussi de trouver quelqu'un qui te correspond, mais sur du long terme, et qui est bienveillant et qui va aller dans ton sens et qui va avoir un peu la même vibes, les mêmes valeurs que toi. Et ça se traduit pas, ça s'analyse pas simplement avec un coucou, je suis Nathalie, j'aime la natation. Ah, moi aussi j'aime la natation. Photo, description, hashtag. Ouais, trop cool, allons nager dans le grand bain. Non, pas du tout. Genre, nous, c'est vraiment pas notre démarche. Il y a un vrai travail de fond sur comprendre qui est cette personne. Et c'est vraiment ça qu'on veut traduire à chacun. T'es pas un simple utilisateur. T'es une personne. On t'affiche pas à travers simplement une photo, t'es plus jugé à travers ça parce qu'il y a énormément de frustration qui est générée. Beaucoup de gars vont se retrouver là-dedans, mais en fait c'est la même chose au niveau des filles qui perdent du temps à toujours tomber sur des profils qui sont pas forcément en accord avec leurs valeurs. Nous, l'idée, c'est de se dire, déjà on a un process qui est plus complexe. On ne présente que 3 profils par jour. C'est pas un supermarché. Tu choisis pas une boîte de haricots verts, quoi. Clairement, l'objectif c'est tu fais des choix qui peuvent vraiment impacter ta vie. Donc l'objectif, c'est de prendre cette requête avec beaucoup de sérieux. Donc voilà, tous les jours, on te présente 3 profils à des heures distinctes, à des heures données. Ces 3 profils, ils sont sélectionnés, ils sont analysés, ils sont compris. On vient traiter le mode de vie, l'hygiène de vie, on vient traiter tes ambitions au niveau du travail, on vient regarder tes opinions politiques ou religieuses, parce que ça rentre aussi en ligne de compte. On vient traiter en fait toutes les informations de ta vie, de ta psychologie, ton caractère, tes traits de personnalité, tes goûts évidemment. Mais l'algo cette IA est très très complexe. C'est pour ça qu'on prend autant de temps et qu'on a pris autant de temps à la développer. Donc voilà, 3 profils par jour. La photo est floutée dans un premier temps. L'objectif, c'est de simuler une rencontre. Quand tu parles avec la personne, plus tu avances dans ce process, la photo elle va se déflouter. Après 24 heures, tu vois forcément la personne avec qui tu parles. Donc, quoi qu'il se passe, tu vas savoir très rapidement à quoi ressemble exactement la personne. Par contre, nous, on floute. C'est pas ça qui aurait été l'élément principal de la décision. La décision, elle est mise en avant par des informations qu'on te donne, donc des anecdotes de vie, des trucs, des fun facts. Ce qui nous intéresse en soirée quand on rencontre quelqu'un, c'est le feeling que tu as avec la personne. À quel point, il y a une vraie complicité. Et nous, c'est vraiment ça qu'on vient cultiver et qu'on vient chercher. On peut l'analyser aujourd'hui, donc autant travailler dessus. Mettre en avant ce genre de recherche et faire bénéficier aussi les gens. On parle de tous les capteurs cognitifs. La voix, typiquement, c'est un élément qui est indispensable, enfin, du moins qui est aussi essentiel, certes, qui est très... j'ai perdu mon mot. On s'en rend pas compte au départ, mais ça a un lien psychologique. La voix nous parle et du coup, on le met en avant. On met en avant plein de choses qu'on oublie en fait finalement à travers une application de rencontre. Mais du coup, nous, on vient simuler cette rencontre, simuler une discussion, et plus tu parles avec la personne, plus cette photo va se déflouter, plus tu vas avoir accès à d'autres photos, plus tu vas avoir accès à d'autres informations, plus tu vas avoir accès à d'autres anecdotes. On doit te stimuler, faire en sorte que quand tu es là, tu connaisses véritablement la personne qui est face à toi. Tu t'adresses à un individu, tu t'adresses pas à un compte.
Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de traduire, de la qualité. On traduit pas de l'efficacité, mais on sécurise tout le process. Il y a un gros travail avec la cybersécu pour essayer de faire en sorte que tout ça soit bien réfléchi, même sur les serveurs, sur les BDD, bref. Tout est mis en place pour te sécuriser et te dire, ton expérience, elle doit être revue de A à Z. On oublie les systèmes classiques du swipe gauche-droite. C'est pas un Super U, t'es pas une boîte de haricots, t'es vraiment quelqu'un et on veut te faire comprendre ça. On a travaillé énormément tous nos bêta-testeurs ou tous les retours utilisateurs qu'on a. C'est vraiment un échantillon. On prend des femmes qui sont vraiment gênées par ces problématiques-là et des hommes aussi. On a le retour de gens qui finalement, en fait, ont une application, 2 applications de rencontre, qui switchent de temps en temps, qui sont inscrits sur une app de rencontre, mais qui vont de temps en temps parce que, c'est cool, mais c'est vite. Enfin, il y a un truc qui va pas. S'il y a autant d'applications sur un marché, oui, il en faut pour tout le monde. Nous, notre application, elle n'est pas là pour remplacer toutes celles-ci. Clairement, Tinder, Bumble, Hinge continueront de vivre parce que c'est d'autres problématiques. Nous, on attaque vraiment une cible entre 20 et 40 ans. Notre cœur de cible, j'ai envie de dire que c'est les gens qui en ont marre de perdre du temps sur ces apps-là. Tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, de manière, si tu as envie de prendre du bon temps avec quelqu'un, t'inquiète, il y a d'autres apps. Nous, on n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour quelque chose de concret et d'efficace. Donc, tu veux trouver une personne qui peut te correspondre, nous, on met tout en place pour te présenter quelqu'un. Et faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Si t'en veux pas, juste tu n'utilises pas l'application et c'est réglé. Ça ne veut pas pour autant que ça va t'empêcher de rencontrer des gens dans la vraie vie. C'est un peu les appréhensions que beaucoup de personnes vont avoir. Mais faut pas. On vient te rassurer là-dessus. Clairement pas. Nous, on est juste un outil qui est bien plus poussé parce qu'on vient comprendre dans ton intimité qui tu es. Tous les jours, on a des questions. Tous les jours, on a une question qu'on te pose avant de pouvoir utiliser l'application. C'est des questions très intimes qui font appel à tes blessures, tes blessures ou même tous les moments de joie, mais qu'on puisse comprendre quelle psychologie tu as. Est-ce que tu es plutôt un type stressé ou un type ou une personne qui est pleine de joie? Et du coup, il y a des profils psychologiques qui vont mieux marcher entre eux. C'est pas un MBTI, genre test de 16 personnalités. Genre, on va pas te dire que tu es un inventeur, un NFP2 ou j'en sais rien. C'est de la psychologie pure qui rentre aussi en ligne de compte à travers tous les autres critères, quoi. Ok. Et là, du coup, vous en êtes où dans la phase de ce projet-là ? Du coup, on a toute la phase de conception de la solution qui est finie. Donc là, on est vraiment sur la phase de test en interne. Probablement qu'on mettra bien plus de temps que 2 mois parce qu'on va être bien sûr. Et il y a toute une strate de lancement auquel il faut réfléchir. Comment on va chercher générer cette communauté-là. Comment on fédère des gens autour de ça. Mais aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, on s'est entouré de mentors qui nous accompagnent. On a un mentor incroyable, je ne vais pas citer son nom pour éviter de le mettre dans le mal, mais globalement, il nous accompagne depuis 4 mois sur toutes les phases, sur toutes ces phases-là. Et on adore bosser avec ce mec-là. On a des motion designers qui travaillent avec nous. On a des attachés de presse. On a tout un réseau qui commence à se construire, un pôle juridique qui est aussi là. On bénéficie évidemment de tout le pôle Cody, de toute la puissance de Cody, mais en fait, on fédère à travers tout ça. Donc l'objectif, là, on vient de créer le compte Instagram. Je pense au moment où cette vidéo-là va sortir, on aura peut-être des premières publications sur quelques réseaux sociaux. Donc vous pouvez suivre un peu l'aventure Keys là-dessus, mais là encore, on peut vous en dire un peu plus. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Si vous avez des retours, des fonctionnalités qui vous manquent à gauche et à droite, mais cette application-là, elle est vraiment pour aider les gens. Si tu penses que ça, c'est important pour toi dans ta vie de tous les jours, viens nous le dire. On est aussi là pour t'aider là-dessus, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas, envoyez-nous tous vos retours. Je vais mettre un petit mail aussi pour faire des petits retours, ou même, je pense, des vocaux. Je sais pas, est-ce que je peux ouvrir peut-être un WhatsApp ou j'en sais rien. Je vais voir s'il n'y a pas un numéro de téléphone qu'on peut ouvrir spécialement pour ça. L'application de la phase de test, là. Ouais, ouais, mais genre, clairement, ça peut être extrêmement... Ouais, carrément. De toute façon, il nous reste encore quelques minutes pour ce podcast. On mettra à la fin dans la description, on vous dira un petit peu tout ce qu'on aura mis dans la description pour te contacter toi éventuellement, puis essayer de tester un petit peu l'application. Donc là, la stratégie sur les prochaines semaines, c'est création de contenu à fond. Alors, pas forcément du contenu, on veut avoir un petit échantillon, donc je pense qu'on va aller
l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cet échantillon de 2000 utilisateurs pour faire un peu nos phases de test, s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est déjà ce qui est en train de se faire à toute petite échelle. On est la version alpha qui est en train de se mettre en place, donc on développe ça en interne, on travaille là-dessus en interne. On aura la petite bêta pour s'assurer que tout fonctionne bien. Derrière, la V1 va sortir avec un tout petit échantillon. Venez dessus, on est là aussi pour vous accueillir et travailler dans votre sens. Mais ouais, clairement, on va chercher ces premiers utilisateurs et voir ce qu'il en est, comment le produit répond. Et scaler tout ça après par la suite. Bien sûr, on espère. Tout ça, c'est aussi censé nous donner des métriques pour pouvoir lever des fonds, pour que derrière, on puisse scaler ça à beaucoup plus grande échelle. S'il n'y a pas de fonds qui sont levés, c'est pas dramatique. On aura toujours notre plan de repli pour continuer de développer la solution sans forcément ces fonds. Juste ces fonds, ils sont là pour aller chercher encore plus de personnes et continuer de développer en fait toute cette intelligence artificielle, ce gros moteur qui est très très gros, 1 an et demi de travail dessus. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire et puis on va développer ça au fur et à mesure, quoi. Ok, trop bien. C'est quoi les ambitions un peu sur les prochains mois, prochaines années, comment tu te vois là dans 2, 3, 4, 5 ans? Ouais, honnêtement, j'adore ces questions-là. Dans 3, 4, 5 ans, j'en sais rien, j'adore. J'ai plein de passions à côté de ça. Pour me calmer, je fais de la peinture, je fais de la broderie, des trucs. Bref, j'adore ça. T'as le temps de faire tout ça à côté des 2 boîtes maintenant? Il faut prendre 2 boîtes, ouais. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour soi. Je pense que c'est important d'avoir cet équilibre où tu vas me calmer et en fait, moi la peinture ça me canalise. Je dis pas que j'en fais tous les jours, je dis pas que j'en fais toutes les semaines ou tous les mois, mais l'idée c'est tu prends un temps pour toi de temps en temps, va lire, repose-toi ou j'en sais rien. Je passe du temps avec mes potes les week-ends quoi. Évidemment, ça m'arrive souvent de bosser un jour ou deux dans le week-end, mais l'objectif c'est vraiment y a du temps pour travailler, il y a du temps pour pas travailler. Ça va pas forcément ralentir ton process. Il faut quand même y aller, être méga dynamique, mais il faut du temps pour soi. J'espère que dans 4-5 ans, déjà, on aura une solution qui répondra vraiment à la problématique, que Keys pourra vraiment répondre à la problématique. Aider des gens à trouver un partenaire de vie qui soit pas toxique sur du long terme et surtout qui leur corresponde véritablement. Nous, on est un outil supplémentaire, on n'est pas là pour révolutionner tout ça. Pour autant, c'est un outil qui est extrêmement gros, qui, on l'espère, va faire beaucoup de bruit. Et donc, j'espère que ça fonctionnera pour Keys. Cody, j'espère qu'on pourra continuer d'accompagner des porteurs de projets, et peut-être vous, je sais pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir continuer de partager ce savoir. Moi, je vais continuer de faire des masterclass, des webinars. D'ailleurs, j'ai un webinar qui va se préparer pour reprendre un peu toutes ces phases-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. L'idée, c'est de pouvoir échanger. Je suis beaucoup dans le partage, donc n'hésitez pas aussi à me contacter, même sur LinkedIn, pour que je fasse pas mal de retours. Je suis vraiment là pour donner des tips, donc n'hésitez pas, je vais pas vous facturer après 2 minutes, rassurez-vous. Pour autant, je mets aussi en place des accompagnements si vous avez besoin sur du plus long terme. Bref, on fait du cas par cas. Chacun est différent, chacun a un projet qui est différent et il faut vraiment le traiter comme tel. Donc quand on bosse avec Cody, c'est vraiment parce qu'on a quelque chose en plus et que nous, on croit en ce truc en plus et qu'on prend le temps de vous écouter et de développer une solution qui soit méga efficace, quoi. Donc voilà. Trop bien. Allez, dernière question pour augmenter le reach du podcast et lancer le débat en commentaire. Ouais. Natif ou cross-platform? Ah, mais alors ça, c'est vraiment cool. En vrai, je pense que je sais pas combien de temps il nous reste, mais ça fait partie. Ok, ça fait partie de mes derniers trucs. Dernier tips, juste avant de parler de ça, c'est les métriques. Pensez-y dès le départ. Quand vous sortez votre solution, vous devez déjà avoir un outil pour calculer toutes vos métriques. Nous, on utilise beaucoup Amplitude, mais il vous faut un outil qui puisse vous dire combien vous avez d'utilisateurs. Alors ça, c'est les trucs classiques, mais combien de temps passe un utilisateur moyen sur votre application? Quel est le taux de conversion sur l'espace d'onboarding, sur votre tunnel d'achat? Combien de messages sont envoyés? Là, je prends le cas de Keys, mais combien de messages sont envoyés par jour? Combien d'utilisateurs ont matché? Combien de personnes? Bref, il vous faut toutes les métriques possibles. C'est ces métriques-là qui vont vous permettre, par la suite, si vous avez pour ambition de lever des fonds, c'est des arguments qui vont avoir un poids énorme. Tu peux lever des fonds sans forcément avoir un chiffre d'affaires. Tu peux lever des fonds sans forcément avoir un produit qui est méga propre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a une traction. C'est à ça que les investisseurs, c'est là-dessus que les investisseurs investissent. Contrairement à ce qu'on croit, eux, ils sont pas là pour se dire dans 2 ans, je veux avoir X milliers d'euros en chiffre d'affaires.
Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste, quand tu les prends sur les toutes premières phases, c'est sortir dans 3, 4, 5 ans sur la prochaine levée et qu'ils fassent une multiplication de leur invest 2 x 3 x 5 x 10, bref, on n'en sait rien. Mais bref, les métriques, c'est la base de la base et il faut vraiment se pencher dessus. Quand vous sortez votre application, vous devez déjà avoir des outils pour traquer tout ça. Ça permet de continuer. Moi, mon job à part entière, pour le coup, c'est d'être chef de projet, chef de produit plutôt. Donc, j'analyse toutes ces métriques-là. Ça nous permet de savoir à quel endroit on a perdu notre utilisateur ou non. Il faut le faire. Donc, voilà, gros point là-dessus. L'optimisation, du coup, derrière, prévoir comment tu optimises ta solution, quel va être le process, comment les gens vont pouvoir faire des ressources sur ta solution. Tu crées un typeform, c'est toujours de la débrouille, mais quoi qu'il se passe, il faut que tu aies une solution pour ça. Tu ne pourras pas arriver à l'échelle d'une grosse boîte en 2 jours, quoi. Mais par contre, il faut que tu aies déjà réfléchi à ça. Pense, si tu fais de l'acquisition avec ta solution, comment tu prépares ton tunnel d'achat, comment tu chouchoutes un peu ton utilisateur, parce qu'un utilisateur satisfait, c'est le meilleur ambassadeur après pour ta solution. Donc, comment tu le prends du point A, ok, je veux votre solution, peut-être que tu peux lui mettre un PDF pour lui expliquer comment créer son compte aussi, ou ça, bref, j'en sais rien, mais il faut vraiment le chouchouter. Donc, pensez à le support client, c'est important, l'optimisation, continuer. Une application qui vit, c'est une application qui a des nouvelles mises à jour régulièrement. C'est important. Donc, réfléchir à plein de fonctionnalités. Souvent, moi, ce que je dis, tu développes ta V1. Ta V1, c'est pas ta version optimale, c'est juste une version numéro 1. Et tu sais que dans les 2-3 mois, tu vas sortir pas mal de mises à jour qui vont être très impactantes pour l'utilisation, pour l'expérience utilisateur. Et enfin, le SEO aussi, ça peut être intéressant. Pareil sur le lancement au niveau des stores, un truc dont j'ai pas parlé, c'est la stratégie ASO. C'est un truc qu'on oublie, mais je vous invite à vous renseigner dessus. Il y a du référencement, même sur les stores, avec tes applications, les textes, les photos, tout ça, c'est extrêmement important. Pareil, il y a souvent un piège où quand tu dis que ta date de lancement, ça va être le lundi, t'envoies pas en prod ton application le vendredi parce que y a du temps. Franchement, prévois du délai, surtout si c'est la première. Apple, je parle beaucoup d'Apple, mais parce que finalement sur le Play Store, c'est beaucoup plus, il y a moins d'analyse de ton code et de ton application. Pour le coup, de l'autre côté, on a vraiment un truc où Apple vient checker tout. Si ton screen ne correspond pas exactement à la photo que tu as mis en preview, ils peuvent te refuser l'app, c'est pas grave, tu refais une autre demande quelques jours après, mais c'est du temps perdu et ça peut être très long. Il y a déjà pas mal de clients qui se sont fait piéger par ça, donc faites gaffe à ça. Il faut d'abord être sûr que ton application est disponible sur les stores avant d'annoncer un lancement, sinon ça peut être très vite raté. Donc voilà. Et enfin, ta question, je me souviens plus exactement. Natif ou cross-platform ? Natif ou cross-platform. Dans un premier temps, moi, je préconise de limiter le travail. Donc, pour moi, il vaut mieux faire du cross-platform en fait, déjà, le cross-platform, tu fais un code, tu peaufines un peu pour que ça corresponde à la fois sur du Android et du iOS. Pour autant, c'est un seul travail qui te permet de toucher 2 canaux d'un coup. Donc, je préconise vraiment de taper sur du cross-platform. Quand tu fais du natif, oui, tu as plus de fonctionnalités, tu as plus de ci, de ça. Mais souvent, les boîtes vont passer au natif après plusieurs années, une fois que tu as beaucoup de chiffre d'affaires. Parce que sinon, tu dois engager une équipe. Tu dois être calé sur de l'iOS et sur du Android. Les coûts x2, quoi. Mon pote. Et surtout, quand tu as une expertise iOS ou Android, c'est forcément un peu plus cher que quelqu'un qui va faire du cross-platform. Donc, nous, c'est pour ça, sur les toutes premières étapes, on développe beaucoup en React pour justement essayer de simplifier le code, la compréhension en fait pour toute l'équipe tech. Dans un premier temps, ton développeur, il va peut-être toucher à la fois ton site, à la fois ton application, à la fois ton logiciel, il va toucher à tout. Donc, dans un premier temps, minimise les frais. Pour moi, le cross-platform, c'est même plus important dans un premier temps. Objectif, aller vite. Ouais, et même ce que je préconise, souvent, si tu veux faire un lancement, même en natif, vaut mieux lancer que sur un seul OS. Ouais. Tu lances soit sur du Android, soit sur de l'iOS, parce qu'en fait, tu vas avoir tellement de bugs. On se rend pas compte, mais j'ai l'impression, nous, c'est comme ça que ça se passe. Du moins, mais il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de retours. T'as beau avoir l'impression d'avoir tout testé, tu auras forcément des retours, des petits bugs. Et en fait, le sortir sur les 2 OS, c'est 2 fois plus de bugs à traiter, quoi. Donc, souvent,
À moins que le client insiste et qu'il soit vraiment non, je m'en fous, je veux sur les deux. Bon, bah ok, on te le met sur les deux. De toute manière, on fait du cross-platform, tout est prêt pour. Mais vaut mieux faire un lancement dans un premier temps sur un seul OS et après sur un autre OS, mais quelques mois après. Enfin, l'idée, c'est pas de prendre du retard pendant 15 ans, mais souvent, les bugs que tu as sur une plateforme, tu peux l'avoir sur l'autre. Donc, bref, je pense qu'il est préférable de lancer d'abord sur un OS et de toute manière, à un mois plus 1, mois plus 2, tu lances l'autre version sur les stores et c'est pas dramatique, quoi. Ça va pas changer. Enfin, faut pas croire que le lancement de ton application, il dépend que d'un seul truc, quoi. Ouais. Genre, et vraiment natif ou cross-platform, je pense qu'il faut vraiment, pour moi, cross-platform dans un premier temps. Ok. Parce que sinon, ça va être trop cher sur du long terme, quoi. Dès que Ok. tu développes une feature, c'est sur les deux, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà. Super clair. Ouais. Top. Bah écoute, du coup, si on veut te contacter, en savoir plus sur ce que tu fais, essayer potentiellement de rentrer en contact avec toi, LinkedIn. Je suis très mauvais sur la communication, On met donc tous les liens, souvent je préfère passer par du direct. N'hésitez pas à m'envoyer un carrément. message sur LinkedIn. Je suis là pour vous aider, vraiment, même si votre question paraît totalement stupide, débile. Pas de questions bêtes. Voilà, il n'y a vraiment pas de question bête, même si j'ai déjà donné une réponse à un endroit. N'hésitez pas. Je fais un webinar aussi pour sensibiliser sur comment créer sa solution, les premières étapes, mais même les étapes de lancement. On s'est pas attardé sur l'après, mais je vais faire un webinar. On va vous mettre le lien aussi là-dedans. Mais Ouais, carrément. du coup, on a aussi toutes ces étapes-là qui sont là-dedans. Et Keys, allez checker le site internet. On Yes. peut déjà se préinscrire. Les premières préinscriptions, honnêtement, on va contacter ces gens-là aussi pour vraiment comprendre leurs problématiques et faire partie de l'aventure. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, allez vous préinscrire. Nous, on va vous recontacter et on prend votre cas, du moins vos problématiques, très au sérieux. Donc, voilà, n'hésitez pas. Trop bien. Merci. Top, merci à toi en tout cas. Merci pour l'invite.